Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Relève. S'il y avait un mot pour représenter la résilience, ce serait mon invité d'aujourd'hui, Chloé. La résilience, c'est pas juste se relever, c'est traverser l'inacceptable. C'est perdre, tomber, se reconstruire. C'est apprendre à vivre autrement quand la vie t'a arraché à ce que tu croyais immuable. Et c'est exactement ce que Chloé a fait. Enfin, le jour où je vais mourir, je vais me dire je passe à côté de ma vie, c'est pas possible. Mais il y a quand même quelque chose, cette idée il y a quelque chose de plus grand que nous. Après, moi, j'ai fait un trouble anxieux généralisé. À 7 mois et demi, j'ai perdu du sang. Et il va vers le robinet pour se laver les mains. Puis il dit, c'est fini, madame. Je dis, pardon. Il dit, elle est morte. Il va me trahir. En fait, il y avait une grosse dissociation de ce traître qui n'est pas capable de faire naître ma fille. J'ai vu mon mari se mettre un coup de poing dans la porte complètement vide. Elle dit, là, j'ai compris ce que c'était la douleur. Ça a été un TGV en pleine gueule. Une sidération où j'étais là, mais j'étais plus là. En fait, je me mourais. Donc, j'ai alterné entre des phases de j'ai envie de faire quelque chose et en même temps, je suis épuisée. J'avais besoin d'être validée, d'être appréciée, de capter des choses que d'autres captent pas. Mais du coup, ça devient un super pouvoir. En fait, je suis normale dans mon anormalité, dans ce que je me juge, moi, trop dissonant entre la mort et la naissance. Le corps est tellement intelligent parce qu'il met en place des stratégies de compensation très fortes pour qu'on s'adapte à la société. En fait, je m'autorise à vivre une vie qui m'inspire. En fait, je fonctionne normalement, je fonctionne comme je dois fonctionner avec ma neuroatypie. Et ça a été une libération. En 2023, son corps a dit stop. Un burn-out après des années de suradaptation et un TDAH non diagnostiqué. Mais en réalité, la rupture avait commencé bien avant. 8 ans plus tôt, après la perte de sa fille à la naissance. Un effondrement et en même temps, un éveil. Maman de 4 enfants, dont des jumeaux, Chloé a décidé que sa vie ne serait pas synonyme de chagrin, mais de joie et de gratitude. À travers ces épreuves, elle a touché à quelque chose de rare, le vrai sens de la vie. Celui de s'autoriser à être, à ressentir, à se sentir vivante, parce que l'illusion de la sécurité ne maintient pas en vie, et la suradaptation, elle, l'étouffe à petit feu. Le diagnostic de son TDAH a été un soulagement, et aujourd'hui, elle le dit sans détour, mon atypie, c'est ma force. Elle l'a même transmis à ses jumeaux, et pour eux, c'est devenu un atout, une clé pour se comprendre et s'aimer plus tôt. Chloé a tout transformé, son rapport au corps, à la réussite, à la sécurité. Elle a fait de sa différence une boussole, de son métier une mission qui la nourrit profondément. Alors, dans cet épisode de La Relève, on va parler du deuil, du TDAH, de la suradaptation, de la reconversion et de la spiritualité. Et surtout, de cette question qu'on évite trop souvent, jusqu'à quand on va continuer à vivre une vie qui ne nous inspire pas et qui nous étouffe. Bonjour Chloé. Bonjour. Merci d'être là et de partager ton témoignage. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que que les gens, en plus de cette description, tu pourrais nous définir 3 mots de ta vie aujourd'hui ? Ce serait quoi les 3 mots de ta vie d'aujourd'hui ? Et si on pouvait prendre ta vie d'avant, les gens vont comprendre, on va mettre du contexte, mais on va parler de l'événement de la vie qui a été certainement un de tes traumas les plus terribles, c'est-à-dire la perte d'un enfant. Donc ta vie d'avant. Donc 3 mots pour ta vie d'aujourd'hui et 3 mots pour ta vie d'avant. 3 mots, oh là là. Je te dirais sens. Vivre, vivre dans le sens, vivre la vie et résilience. Tu l'as définissé bien, hein, on l'avait dit, la définition de la résilience. Toi, tu aurais pu ne pas le prendre, mais j'ai voulu en chercher d'autres, mais non, en fait, c'était évident. Sens, vivre, résilience. Et si on replonge dans la Chloé, 10 ans avant ? Dépendance affective, ça, clairement. Angoisse, beaucoup. Et il y a une forme de survie quand même. Une forme de survie il faut faire. Donc, survivre dans le faire, dépendance affective et angoisse. Ouais. Ok. Peur. Côté peur, ouais. Peur de la vie, peur de vivre, peur des choix, peur de beaucoup de choses. Ouais, donc du coup, on suit le flow, quoi. On prend pas forcément de décision, on se laisse porter, on est un peu en pilote automatique. Ok. Quand je dis qu'effectivement, on va aller directement dans le vif du sujet, ce trauma qui est, il n'y a pas de mots, hein, justement, qui est le deuil d'un enfant, on se le disait tout à l'heure en off, lorsqu'effectivement on perd ses parents, on dit qu'on devient orphelin. Par contre, quand on est un parent qui perd un enfant, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour définir ça. Ma question est peut-être un peu particulière, mais si toi, tu devais en inventer un, c'est quoi Eh ben, il y en a un qui n'est pas dans le dictionnaire, mais on dit parange, mamange,
Ouais, maman, c'est le terme entre maman concernée qu'on utilise pour se nommer. Donc, je pense que c'est celui qui colle le mieux à la situation. Et qui signifie quoi, globalement? Maman d'un ange. Ouais, voilà. C'est joli. Ouais, c'est joli. Et puis, à la fois, c'est doux. Enfin, ça reste... Je pense qu'il y a besoin qu'on se nomme nous-mêmes pour pas... justement, parce qu'on est orphelin d'enfants. Ouais. Mamange, alors. Ouais. Ok. Est-ce que, justement, on peut redonner un peu de contexte? Donc, c'était il y a 8 ans, je crois, aujourd'hui. Non, c'était il y a 8 Ouais. C'était il y a 8 ans. Est-ce que tu peux donner un peu de contexte? Ta vie à ce moment-là, donc tu as déjà un garçon. Voilà, est-ce que tu peux donner ton contexte familial, mariage, ce que tu faisais, etc. Okay. Alors... Parle-nous de toi, de cette époque. Alors, moi, j'ai un premier garçon en 2010 qui est né d'une autre union. Je me suis séparée, il avait 2 ans. J'ai rencontré mon mari en 2013. Et du coup, on a construit ensemble, lui, il avait déjà un garçon, donc on a construit ensemble une famille recomposée. Et il avait très, très envie d'avoir un autre enfant parce qu'il n'avait pas vu grandir son fils. Et voilà, c'est devenu un projet et on s'est mariés. On a acheté un appart, on s'est mariés. Enfin, une vie assez classique, mais heureuse et l'envie de réussir à construire justement cette famille. Pas juste... on s'est pas mis ensemble juste comme ça, quoi. Il y avait un vrai projet derrière et du coup, je suis tombée enceinte quand on l'a décidé. Et j'ai eu une grossesse de 9 mois assez horrible, je dois dire, avec vomi 30 fois par jour. J'ai été arrêtée dès le début, très malade, diabète, œdème. Enfin, j'étais vraiment pas heureuse enceinte. C'était vraiment compliqué. Ce qui d'ailleurs m'a pas aidée émotionnellement après, parce qu'il y a de la culpabilité et tout ça. Et voilà, donc une grossesse par contre avec... en plus, moi, je rêvais d'avoir une petite fille. J'avais un garçon, mais je rêvais d'être maman d'une petite fille. Et vraiment, il y avait tout pour être heureux, quoi, dans le sens... on lui avait préparé son petit cocon. Enfin, c'est... La projection, elle est... À 9 mois, c'est une évidence, quoi. On ne s'imagine pas un instant qu'on peut perdre son enfant. Et voilà. Et du coup, j'ai accouché le 30 septembre 2017, donc à 40 semaines de grossesse. Et le jour de l'anniversaire de mon mari. Ok. Ouais. Donc, Juliette, je crois que tu m'as dit qu'elle s'appelle. Ouais. J'ai envie de te demander, est-ce que tu peux expliquer ce qui se passe? Ça veut dire que, moi je sais pas, là pour le coup on n'a pas assez discuté, mais je pense que les auditeurs, c'est ce qui va se passer, c'est elle est mort-née. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était ok, hein? Alors, ouais, je suis ok. Après, c'est sûr qu'émotionnellement, c'est toujours un moment... J'ai travaillé en EMDR, j'ai fait des choses derrière, mais en fait, la violence de l'annonce, c'est le trauma, plus que la situation en elle-même. C'est qu'en fait, on est arrivé en mode hyper cool à la mater. On était seuls dans la mater. J'avais fait une boîte à papa avec plein de cadeaux à mon chéri. En plus, c'était son anniversaire. C'était pas prévu ce jour-là, mais voilà. On avait mis la musique. Enfin, franchement, on kiffait. Le personnel médical nous disait, il n'y a personne aujourd'hui. On est tout à vous. Donc, ils étaient aux petits soins. Et voilà, puis ils m'ont posé la péridurale. Et en fait, j'ai fait un malaise, moi, avec la péridurale. Une chute de tension. Donc, une première fois, je crois, après une deuxième fois. Et en fait, ils m'ont tourné sur le côté assez rapidement parce que je descendais à 5 de tension. Et moi, je disais, je meurs. Enfin, j'avais l'impression de partir. Et donc, ils m'ont... De l'éphédrine, je crois. Ils m'ont mis un produit pour me remonter la tension. Et quand ils m'ont remis, le monito avait perdu le battement. Et en fait, voilà. Et ça a commencé, ils ont le remis. Puis quand on est arrivé à la mater, en fait, ils avaient beaucoup de mal à trouver son cœur. Parce qu'elle était en siège, parce que, voilà. Donc on ne s'est pas plus inquiété que ça. Et on voyait les aides-soignantes qui revenaient, qui remettaient, ils disaient, elle est où? Enfin, il n'y avait pas de tension. Et puis à un moment, j'ai vu quand même une sage-femme s'agiter. Je me rappelle, elle s'appelait Sophie. Et elle a commencé à s'agiter. S'agiter en quel sens? Qu'est-ce que tu ressentais? Je voyais son regard. En fait, elle a regardé mon col, enfin tout ça. Puis t'as senti dans ses yeux qu'il y avait un truc. Il y avait du sang, voilà. Donc elle dit, ça s'est ouvert vite. Enfin, et puis, enfin, ouais, je sais. Enfin, franchement, je me suis tellement dissociée à ce moment-là que c'est assez difficile à se rappeler. T'inquiète. Mais on n'était pas paniqués. Par contre, il y a le médecin de garde qui est arrivé pour faire une écho. Et en fait, voilà, il ne nous prononce pas un mot, pas bonjour, il fait l'écho et tout. Puis nous, on se regardait, on disait, bon, ça casse un peu l'ambiance, quoi. Voilà, c'était genre, ça casse l'ambiance, mais on n'était pas du tout inquiets. Et en fait, d'un coup, il pose le truc.
Et il va vers le robinet pour se laver les mains. Puis il dit, bon, bah, c'est fini, madame. Je dis, pardon. Il dit, elle est morte. Et là, en fait, ça a été un TGV en pleine gueule. Vraiment, le terme, j'ai pas d'autre terme. Mon mari. En gros, t'es même pas la table, parce qu'ils ont dû te faire accoucher, j'imagine, du coup. Ça a été après 3 heures après. Ouais. Mais avant même l'accouchement, ils t'annoncent ça de cette brutalité. Voilà. Ouais. Et sans aucun arrondi. J'ai vu mon mari se mettre un coup de poing dans la porte coupe-feu. Enfin voilà, ça me fait de l'émotion. Mais ouais, ça a été hyper violent parce que, en fait, et là, mon cerveau, les psys m'ont expliqué après, j'ai fait une dissociation, une sidération où j'étais là, mais j'étais plus là. C'était fini. Pour faire cet acte, alors le psy disait que c'est héroïque, en fait, de passer après à l'accouchement dans un état émotionnel. Donc voilà, le côté je me dissocie. Et puis j'étais là, mais non, mon ventre il bouge encore, t'inquiète, il raconte n'importe quoi. Enfin voilà, j'étais vraiment. La phase de déni normale. Ouais. C'est pas possible. Non, je leur disais, mais non. Enfin, tout allait bien. Qu'est-ce qui se passe ? Elle peut pas être morte. Puis toutes les échos qu'on avait fait, en plus j'en avais refait une il y a pas longtemps pour accoucher en siège. Donc elle allait très bien. Enfin, il y avait pas de problème. Donc on comprenait pas. Et c'était comment dire ? C'était inimaginable en fait. Enfin, c'était trop dissonant entre la mort et la naissance. Ouais. Voilà. Et tu le dis très bien. Effectivement, tu viens là pour donner la vie. Ouais. Et finalement, quand le médecin y passe, il t'annonce la mort. Ouais. Et aussi froide et implacable que la mort est, on se l'est reçu comme ça en pleine tête. Comme un TGV à 300 km/h. C'est ça. C'est vraiment le TGV où le mot qui me vient, c'est qu'on a été bousillé à ce moment-là par son manque d'empathie, son manque d'amour, sans doute. Et moi, j'ai même des souvenirs que j'ai appelés. Enfin, j'ai pas des souvenirs, on m'a raconté, j'ai appelé ma sœur qui venait dans le train exprès pour voir ma fille. Et donc, elle était dans le train quand on lui a dit. Enfin, ça a été violent pour tout le monde. Et en fait, moi, je les appelais, je les rassurais, je disais, mais non, mais t'inquiète. Enfin, il raconte n'importe quoi. Enfin, j'étais complètement, on aurait dit une folle. Enfin, c'était un peu. Voilà. Mais je les rassurais alors que les gens s'inquiétaient pour moi. Et donc, voilà. T'inquiète, tu veux boire un coup. T'inquiète pas. Ouais. Non, mais c'est vrai que je pensais pas être surprise par les larmes. Mais... On le dit souvent ici, dans ces moments-là. Mais je trouve que c'est toujours merci de le raconter parce que tu donnes, tu es comme une porte-voix de plein de femmes à qui c'est arrivé. Parce que t'es pas, évidemment, malheureusement, t'es pas la seule. Et c'est aussi un exutoire pour toi. C'est ça. Sous une forme, à chaque fois, si tu le sais, parce que je sais que tu as fait du coaching aussi, et quelque part, quand il y a l'émotion, c'est-à-dire que c'est normal, tu auras toujours une part d'elle, et il y a une part de charge qui est là, donc t'es en safe place. Donc, c'est ça, et puis je vois tout de suite le versant inverse, enfin, j'arrive facilement à équilibrer, donc je sais que ces larmes, elles ont autre chose de beau derrière, donc voilà. Mais l'émotion, c'est vrai que le moment vécu, en fait, c'est plus la peine qu'ont eu mes proches qui me touche là. Ouais, je vois, ton mari et ta sœur. Ma sœur, ma mère, mon fils, qui, quand il a appris, il avait 7 ans, et ma mère m'a dit, ses bras sont tombés. Enfin, mais les bébés peuvent pas mourir. Bah oui, c'est pas c'est pas ce qu'on dit, c'est pas l'ordre naturel des choses. C'est ça. Et puis lui, il a eu peur 3 minutes que ça soit moi qui soit morte. Parce qu'il voyait que ma mère a crié, mon beau-père, c'était compliqué. Et il se demandait ce qui passait, il disait, maman est morte. Et voilà, il a dû avoir très très peur à ce moment-là aussi. Et du coup, il se passe quoi du coup ? Donc j'imagine, après, on va pas rentrer dans les détails, mais on te fait... faut sortir le bébé. Donc, c'est ça. Et ils veulent pas faire des césariennes. Alors sur le moment, je disais, mais moi, je veux une césarienne. Donc on te fait accoucher naturellement de ton... Mais pourquoi ? Là, pour le coup, moi, je suis pas calée dans le sujet, on n'est pas sur Bliss, donc je suis pas calée. Mais pourquoi du coup ? Alors, je comprenais pas sur le moment parce que je leur disais, vous êtes cruels, etc. Alors qu'en fait, c'était vraiment, ça fait partie des protocoles où en fait, déjà, ça reste une opération, une césarienne, ça reste une chirurgie qui a des conséquences. J'en ai une après, donc je sais aussi que voilà, c'est pour le corps, c'est pas rien. Et il y a besoin aussi dans le deuil, en fait, de mettre au monde quand même, de sentir la capacité à mettre au monde. Et voilà. Bon, après, ils anesthésient beaucoup plus la péridurale. Enfin, ça s'est fait vraiment sans douleur, sans rien. Enfin, franchement, c'est très très flou. Et ils me l'ont pas mis sur le ventre en sortant. Ils l'ont emmené. Mais ça se fait quand même. Donc finalement, c'est vrai que sur le moment, la proposition peut paraître cruelle, mais finalement, quelque part, il y a presque un rituel presque de fin qui se fait. C'est ça. Je pense que c'est vraiment moi qui l'ai mise au monde parce que après, j'imagine que ça peut vraiment faire partie d'un déni de pas
de se faire anesthésier, de le sortir. Enfin, ouais, il y a... Bon, en tout cas, je regrette rien. De toute façon, ça s'est passé comme ça. Donc, Qu'est-ce qui se passe après les jours qui suivent, les premières semaines? En fait, comment tu le traverses? Comment tu traverses? Enfin, on dit toujours, il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Surtout qu'effectivement, pendant 9 mois, toi, tu as vécu avec. Ouais. Je dis toi, parce que tu sais, j'ai une question après, mais quand vous rentrez, les premiers jours, comment ça se passe? Comment tu traverses ça? Déjà, il y a eu l'hôpital. Enfin, ça a été quand même... on était dans une mater avec des bébés qui pleurent. Donc, ça a été très difficile. Ils m'ont donné un anxiolytique sans mon accord, en fait, assez vite pour que... justement, ils voyaient bien que j'étais sidérée, mais pour que la phase... voilà. Donc, moi qui prends jamais de médoc, j'étais là, bon, ok. Bon, j'en ai pas pris longtemps. J'en ai pris 2, je crois, mais voilà. Et ça m'a peut-être aidé aussi à affronter les... On est resté 3 jours, 2 jours, je sais plus. Mais avec les gens qui venaient dans la chambre, donc toute la famille, puis tu vois, ma mère, le jour, elle m'en reparlait, elle me disait, je suis rentrée dans la chambre, vous étiez vide, complètement vide. Elle dit, là, j'ai compris ce que c'était la douleur, parce qu'on était en grande souffrance. Et voilà. Et j'ai accouché à 21h35. On est allé en chambre et tout. Ils nous ont donné le médoc. Et en fait, à 1h du matin, ils nous ont dit, vous voulez la voir? Et on l'a rencontrée, en fait, à ce moment-là. Et voilà, on a vu son petit corps, on lui a fait plein de câlins. Enfin, c'était beau. Puis elle était très, très, très belle. Enfin, vraiment, je m'attendais pas à avoir une fille aussi belle. Et ouais, c'était particulier. Donc voilà, il y a eu ça. Puis on a dû préparer les funérailles très vite, en fait. Savoir tout de suite, on nous a dit, vous voulez une autopsie? Donc, on ne sait pas. Donc on se dit, ils vont... Enfin, c'est compliqué de se dire, une autopsie, c'est quand même invasif, mais en même temps, on voulait comprendre. Donc on a accepté l'autopsie. Et donc, on est rentré. Puis, de partir de l'hôpital avec le siège auto vide. Enfin, je ne sais plus si on l'avait parce que je pense que mes parents l'avaient pris ou quoi, mais sans bébé, c'est très, très violent. Donc, voilà, les jours suivants, il y avait beaucoup de monde à la maison. En fait, je me souviens plus trop, mais je me souviens que je me mettais beaucoup dans mon lit, je pleurais. Je regardais beaucoup le ciel, les nuages, tout ça. Je me disais, oh là là, mon Dieu, j'espère qu'elle est quelque part. Enfin, voilà, je commençais, moi qui n'étais pas du tout ouverte à tout ça, je me disais, j'espère qu'elle est quelque part. Donc voilà, organisation, beaucoup de soutien. On a reçu beaucoup de soutien de tout le monde. Mais à ce moment-là, il n'y avait rien qui comptait, je crois quand même. Ouais, t'es vide. Enfin, t'es là sans être là, quoi. Ouais, puis épuisée. Enfin, il y a un vrai épuisement. Déjà, je venais d'accoucher. Un accouchement, une grossesse. Enfin, il y a tout ça, quoi. Voilà, j'ai eu ma montée de lait parce que j'avais allaité mon fils. Donc, à la montée de lait, donnez-moi des médocs. Enfin, je veux pas avoir du lait. C'est pas possible. Donc voilà, il y avait plein de choses. On a reçu la veille de l'enterrement, ou le lendemain, je sais plus, mais l'acceptation de la place en crèche. Donc ça a été hyper violent parce que c'était hyper important pour nous d'avoir une place en crèche. Et ça a été je crois que ça a été l'hypercute, en fait, ah ouais, en fait, non, elle n'est pas là. Elle sera jamais là. Et ça, ouais. J'ai beaucoup écrit, moi, pendant ce temps-là. J'avais un blog à l'époque, j'ai écrit une lettre à ma fille. Et justement, en fait... on a des phases de deuil, tu vois. On explique qu'il y a, je sais plus, 8 ou 9 phases, etc., justement, avec le déni, la colère, l'acceptation, etc. Enfin, je ne les connais pas toutes, mais qu'est-ce qui, toi, t'a aidé spécifiquement, toi, là, à traverser, en tout cas, cette épreuve de vie, ce deuil, et après, on verra peut-être à l'inverse, si tu veux faire le pont entre les deux, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Est-ce que tu vois qu'il y a eu des moments où, comme tu dis, là, il y a eu première hypercute, c'est cette annonce de la place en crèche, donc ça, c'est au contraire, ça replonge. Est-ce qu'il y a eu justement des moments, des hypercutes supplémentaires que tu n'as pas vu venir? Et surtout, et ça qui est encore plus intéressant, c'est le côté plus positif, c'est qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à traverser ça? Déjà, de lui avoir fait une belle cérémonie, ça m'a beaucoup aidé. On avait mis des musiques qui nous plaisaient. Voilà, les gens sont venus, nous ont soutenus. Déjà, on a reçu beaucoup d'amour. Donc ça nous a beaucoup aidé. Hein. Franchement, je pense que sans ma mère, tous les gens qui nous ont entourés, voilà, ils ont pris en charge toute l'organisation des funérailles. En fait, ils ont pris en charge. On n'a pas eu à y penser. Enfin, la charge mentale, tout ça. Il y avait nos garçons aussi qui étaient là. Même si on s'en occupait moins, mais voilà, ils étaient là quand même. Ça a été ce qui m'a aidée au début. Après, ça a été vraiment de lire. Alors, j'ai lu tous les livres concernant le deuil périnatal qui existaient. C'est là que j'ai vu qu'il y en avait très peu. C'était pas un sujet... C'était en 2017, hein, maintenant on en parle plus, mais ouais.
Sur Insta aussi, je me suis fait un compte privé parce que j'avais un compte public justement où j'ai annoncé j'arrête tout. Parce que je faisais un blog nail art, tout ça, et j'ai dit j'arrête tout. J'ai fait un compte privé, puis j'ai commencé à parler avec d'autres mamans, d'autres mamanges. Et en fait, c'est là que j'ai trouvé mon plus gros soutien, quoi. On était, je sais pas, j'en avais une vingtaine, trentaine autour de moi. Et en fait, on se comprenait tellement que j'avais plus envie que de parler avec elle. Parce que quand on se prend des vagues, on sait, on se soutient. Donc voilà. Et puis mon mari, clairement, il a été mon plus grand soutien. Donc ça, c'est toute la phase où ça a été des vraies ressources. Pour l'adversité, c'était à chaque fois je voyais un enfant dans la rue, il y avait une fête foraine, justement, on avait été, et je voyais des petites filles, je me disais, mais à quoi ressemblerait? Je ne saurais jamais à quoi elle ressemble. Je ne sais même pas si elle a les yeux bleus. Enfin, c'était compliqué, ça. Et des bébés. Alors moi, je ne voulais pas entendre parler de bébés. On a des proches qui ont accouché à quelques jours après. J'avais envie que les autres bébés meurent. Enfin, c'est très cruel, mais en fait, je me disais, c'est pas possible, c'est pas juste, quoi. C'est pas juste. Ah, tu l'as vu comme ça? Je voulais poser la question, c'est-à-dire que le c'est pas juste, ou est-ce qu'il y a eu aussi ce pourquoi nous, c'est pas juste, pourquoi elle? C'est plutôt ça, ou qu'est-ce que tu entends par le c'est pas juste? Et merci de le dire, parce que plein de gens bien le sûr, diraient pas. C'est très naturel. Enfin, en tout cas, je pense que, et pour en avoir parlé avec la psy qui me suivait, c'était tout à fait sain presque de penser ça. Je me disais, il y a plein de bébés qui meurent, pourquoi le mien? J'ai pas envie de vivre ça, en fait. J'ai pas envie, j'étais en résistance quand même, j'ai pas envie de vivre ça. Non, je veux pas continuer à vivre avec ça, quoi. C'est trop lourd. Donc, je me disais, pourquoi les autres sont heureux, pourquoi ils ont leur bébé. C'était peut-être de la victimisation à ce moment-là, mais bon, c'est finalement, faut passer par là, quoi. Et c'est ok, c'est juste, justement, la psy te le dit. Et justement, quand tu parles de tout ce qui t'a aidé, alors tu m'as dit les lectures, les autres mamanges, pour reprendre ton vocabulaire, que je connaissais pas. Quoi d'autre? T'as écrit ou parce que alors juste avant de parler de ça, parce que on va aller sur toi, mais je voudrais quand même revenir sur une question, celle de ton mari. Ok. Pour revenir après à ce qui t'a aidé à traverser ça, et puis l'éveil, le rapport à la spiritualité, etc. Mais est-ce que tu peux dire 2 mots sur comment l'a vécu ton mari? Parce que souvent on dit, alors attention, c'est une généralité, ça veut pas dire que c'est le cas de tous les hommes, mais c'est des phrases qu'on entend, etc., que les hommes, alors ton mari avait déjà été papa, pour le coup il avait déjà eu un fils, d'après ce que tu dis, mais on dit quand même souvent que les hommes réalisent au moment de l'accouchement, quand c'est réel, parce que toi tu le portes pendant 9 mois, donc pendant 9 mois, toi tu as la sensation, toi tu sais qu'elle est là, tu la sens, tu partages quelque chose avec elle. Du coup, ton mari, comment il l'a vécu? Bien évidemment, lui aussi il a la projection, il a le deuil, mais comment ça se passe? Est-ce que tu pourrais témoigner un petit peu de comment ça s'est passé pour ton mari? Déjà, on n'évolue pas en même temps. Ça, c'est assez difficile dans le deuil, c'est qu'on a la même tristesse, mais on n'évolue pas du tout au même rythme. Lui, ça l'a effondré. Ça a été très, très, très difficile. Déjà parce que c'est un papa-maman. Enfin... un papa-poule, quoi. Oui, complètement. Et que lui, il avait beaucoup de réparations par rapport à son enfance, ses parents, etc. De recréer une famille soudée. Donc déjà, avec sa première compagne, il n'avait pas réussi à construire ça. Donc il le vivait vraiment comme un échec, un deuil et tout. Donc il avait mis beaucoup d'intention sur notre fils qu'on était en train de reconstruire. Donc un gros... il a vraiment... Il a beaucoup, beaucoup souffert. Et je pense que ce qui a été encore plus dur pour lui, c'est qu'il m'a soutenue à fond. Et qu'en fait, il était l'oublié un peu de tout ça. C'est-à-dire que les gens lui écrivaient pour dire comment elle va, Chloé. Jamais. Il y a peu de gens qui lui demandaient comment il allait. Donc parce que, et lui, il en est tout à fait, il est très lucide sur tout ça. Il dit, tu l'as porté, c'est toi qui as accouché. Donc il y a le côté aussi, ton corps, il est blessé. Enfin, c'est pas que lui n'avait pas. Et c'est pas le même amour dans le sens où moi, je l'ai vécu en exclusivité avec ma fille pendant 9 mois. Lui, il venait, il était ultra fan, mais c'est pas le même lien. Donc, je pense pas qu'il fasse partie de ces parents qui se découvrent à la naissance qu'ils aiment leur enfant. Et pour avoir parlé avec d'autres papas, il y en a qui, le deuil périnatal, s'est passé... c'était plus compliqué. Il n'y avait déjà pas d'attachement, il réalisait pas, donc moins le tien, lui qui avait plutôt... de l'attachement, qui avait cette projection. Et, de l'amour, même. De l'amour, vraiment, déjà. Parce que même 8 ans après... son anniversaire en plus tombe le jour de sa mort, donc en fait c'est à chaque fois c'est rappelé, s'il y a quelque chose de, mais c'est aussi de la renaissance, ça reste, mais il l'a vécu aussi
Bah, il le vit pas comme moi. Il s'est pas ouvert à la spiritualité ou quoi, enfin, ce genre de choses, mais il a beaucoup souffert et je pense que 8 ans après, c'est peut-être encore plus difficile pour lui que pour moi. On n'a pas avancé. De la même manière. Ouais. Et justement, tu parlais. On disait que effectivement ce sujet-là était très tabou. Ouais. Tu as eu beaucoup de soutien. Alors tu dis comme tu as ton mari inversement, il y a eu ce rapport, c'est toi qui as accouché, donc c'est Chloé effectivement physiologiquement, parce que là c'est pas invisible. Parce que on retrouve ce rapport de l'invisibilité, je trouve, surtout à ton mari, dans le sens où et puis votre fille quelque part, elle a pas été vue. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, du coup, ma question c'est, tu as été soutenue. Et comment tu as vécu justement le regard des autres? Est-ce qu'il y a eu la maladresse, peut-être ce lien à la pitié du deuil d'un enfant, le retour à la vie, attention, je le mets entre guillemets, normale? Comment ça s'est passé tout ça? Il y a les deux. Il y a le soutien des inconnus qui savent. Et à la fois, il y a le regard des gens aussi. Par exemple, moi, j'emmenais tous les jours mon fils à l'école enceinte. Je continue à faire les allers-retours, j'ai pas de bébé. Donc ça, déjà, les gens, ils regardent, mais... Tu le sens, ça? Ouais, complètement. Ouais. Complètement, tu le sens. Et puis, limite, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle a laissé son bébé là-haut. En fait, tu sens des jugements où ils se disent pas, elle est morte. Enfin, moi, je sais pas ce qu'ils se disent, mais ouais, on le sent quand même. Après, il y a eu beaucoup, finalement, de gens qui avaient vécu la même chose. Par exemple, on s'est fait des amis à ce moment-là. L'homme était, lui, le bébé après sa sœur morte, 40 ans avant. Enfin, voilà. Donc, en fait, il était très au fait de ce que c'était, dans l'impact dans une famille et tout. Donc, ils nous ont tout de suite envoyé des fleurs. Et puis, finalement, on est devenus amis. Et 8 ans après, on est toujours en contact et tout. Donc, voilà. Ça a été le soutien invisible, mais les gens savaient, avaient appris. Les voisins, par exemple, ils nous ont fait une quête. Ils étaient à l'enterrement. Enfin, voilà, il y avait quand même beaucoup de soutien. À l'enterrement, j'ai mes collègues qui sont venus. Il n'y avait plus de guerre. Enfin, voilà, c'était un côté où il y avait... même l'ex de mon mari, elle est venue à l'enterrement. Enfin, voilà, il y avait... Il y a un côté, ça rassemble au moment, sur le jour J, parce qu'il y a encore ce côté, l'enterrement, c'est un côté visible, c'est matérialisé. Mais après, c'est ce que tu dis, c'est qu'à un moment, aujourd'hui, quelque part, toi, tu dis qu'en termes de résilience, ça fait partie tu l'as transformé, ça fait partie de ton parcours. Néanmoins, tu le dis, voilà, quand à un moment, tu dis, j'ai perdu un enfant, tout d'un coup, il y a ce silence, d'ailleurs, mortuaire, qui est entre effroi, gêne, pitié, etc. Comment tu vis avec ça et comment on pourrait... Le mot décomplexé, il n'est pas beau parce que je ne sais pas c'est quoi, mais qu'est-ce que tu voudrais d'ailleurs aujourd'hui quand au bout maintenant ça fait 8 ans, tu dis j'ai perdu un enfant d'ailleurs, ce serait quoi la réaction que tu aimerais avoir versus cette situation que tu as certainement vécue X fois, quoi. Alors déjà les gens disent beaucoup je suis désolée et moi souvent je leur dis mais en fait c'est pas de votre faute, enfin vraiment mais je comprends c'est comme les condoléances, des choses comme ça, on dit pas ce qu'on a sur le cœur, on est dans la politesse. J'ai pas de réaction. En fait, laisser de la place. Ne pas avoir pitié parce que, en fait, on est sur une épreuve, on est obligé d'y passer et il y aura d'autres épreuves pour d'autres gens. Enfin, c'est la vie. Donc, je dirais, j'ai pas de qu'est-ce qu'il faut bien faire ou quoi. Par contre, être présent pour parler vraiment dans l'écoute active, quoi, de venir, de quoi tu as besoin. Un truc comme une maman qui accouche, en vrai, venir nous ramener des petits plats, des choses comme ça. Nous laisser parler de nos enfants parce que nous, justement, le gros truc, c'est qu'on voulait qu'elle ait une place dans notre famille parce que après, on a eu des enfants, mais elle existe, c'est une entité, entre guillemets, où elle est quand même la deuxième enfant et voilà, lui laisser la place et pas, en fait, invisibiliser ça, justement, genre, ah non... Voilà, j'ai une anecdote de quelqu'un qui a dit moi, je veux pas de la mort chez moi, je veux pas de cette photo chez moi et... c'est très violent pour nous et pour la personne qui l'a reçue. Et voilà, ça, c'est des choses où, en fait, les gens font beaucoup de projections de leur douleur sur la nôtre, alors qu'en fait, nous, on passe par des phases. Hein. Comme je te disais, il y a beaucoup de vagues. Donc, au début, ça va bien, on rigole, puis d'un coup, on se dit « Ah non, mais non, il n'y a rien qui va. » Je sais pas, je vois la Coupe du Monde 2018, on a gagné la finale. Donc, c'était presque un an après. Bon, moi, j'étais enceinte de mes jumeaux et tout. On était super heureux, puis d'un coup, ça nous est tombé dessus, on s'est mis à pleurer en disant mais non, en fait, non, c'est pas la fête. Enfin, il y avait ce côté, donc de nous laisser vivre nos émotions. Sans jugement. Ouais. Et moi, je sais qu'au travail, ça, c'était un truc où on m'a dit plusieurs fois, t'en parles trop, quoi. T'en parles trop,
c'est bizarre d'aller au cimetière. Bah non, c'est pas bizarre. Enfin voilà, il y avait des jugements comme ça assez. Des incompréhensions. Oui. Et puis que les gens se permettaient de dire, au lieu de dialoguer, d'être dans l'échange, quoi. Oui, puis en fait, ils sauraient pas comment eux-mêmes ils vivraient ça. Donc ils ont que des projections de peur, mais c'est pas le vrai. On a eu une remarque très maladroite aussi. Ça nous a fait. Enfin, ça m'est resté parce que je me disais, mais non, en fait. Parce qu'il y avait ce côté où je me disais, bon, je suis moins légitime à pleurer mon enfant parce qu'elle n'a pas vécu. Enfin, c'est ce que je ressentais. Hein. Et on a un pote qui nous dit, ouais, enfin, lui, il avait une fille de 8 ans, il disait, bah, si elle mourait, ça serait pire. Et je lui dis, mais en fait, pire de quoi? Et là, je me suis fâchée, je lui dis, mais pire de quoi? Je dis, toi, tu l'as connue, tu as créé des souvenirs et tout. Moi, je la connais pas, je sais pas. C'est un enfant parfait, plein de fantasmes, mais elle n'existe pas. Enfin, donc je lui dis, crois pas que le manque est moins ou plus. Tu sais pas, en fait, tu sais rien du tout. Et moi non plus, je sais pas. C'est marrant ce que tu dis parce que quand on a préparé l'épisode avec Florence, je te dis, on échange beaucoup, on a des points de vue par rapport aux questions qu'on veut poser, des situations, parce que l'idée, quand on prépare, c'est on se pose la question de, t'as ton témoignage et finalement, on se pose les questions peut-être que les gens en même temps qui t'écoutent parler pourraient se poser. Et on a eu cet échange de l'invisibilité. Et qu'effectivement, tout au long d'une grossesse, tu vois, on n'est pas là pour faire le débat et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on peut perdre un enfant au moment de une fausse couche, c'est les 3 premiers mois, puis on peut en faire plusieurs d'ailleurs, et c'est très tabou dans notre société, et on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais ensuite il peut y avoir une interruption médicale de grossesse à 5 mois, 7 mois, etc. Il y a effectivement toi qui as le décès au moment où tu allais donner la naissance, qu'on appelle le mort-né, et effectivement il peut y avoir d'autres deuils d'enfants où ils ont déjà été vécus. Et je disais avec Florence, c'est curieux parce que je réalise, parce que moi pour le coup, je suis pas maman, je n'ai pas eu de grossesse, mais du coup je suis observatrice et j'écoute pour le coup. Et tout d'un coup je réalise qu'il y a ce rapport exactement avec cette phrase qui est là, c'est invisible, donc ça n'existe pas. Et les fausses couches, on va dire, bah oui, mais alors on compare, bah oui, effectivement, la fausse couche, c'est pas pareil qu'un mort-né, etc., ou qu'un enfant. Oui, et en plus, je suis même pas là pour débattre le sujet, mais ça ramène vraiment même avec la santé mentale, parce qu'après, on va parler de ton burn-out, pour teaser un peu pour ceux qui sont là depuis quelques minutes aussi, ce rapport à la santé mentale et la résilience. Mais sans vouloir aller plus loin là-dessus, c'est vraiment ce lien de... on hiérarchise en fonction de la visibilité. Mon enfant a 8 ans et jusqu'à temps que c'est un enfant, c'est pire. Il est adulte, j'ai 70 ans, il a 40 ans, c'est pas l'ordre des choses, mais il est adulte, donc est-ce qu'on hiérarchise par rapport au fait qu'il ait 8 ans est-ce que parce qu'il est mort-né, c'est pire ou moins pire que 8 ans? Tu l'as dit, c'est nos projections. Et plus c'est invisible, moins quelque part on laisse la place à l'expression, au deuil, à la douleur, la tristesse, la joie, enfin peu importe après. Hein. Ah ouais, non mais complètement. Et ça je le comprends parce que c'est un truc très con, mais avec ma sœur on adorait les émissions de la rue quand on était plus jeune et on regardait ça et il y avait une maman qui avait perdu un bébé à la naissance et tout et j'avais cette réflexion de me dire c'est bon, elle l'a pas connu. Donc en fait je sais aussi que c'est naturel et j'en voulais pas. Un vrai inconscient collectif. Voilà, c'est ça. T'es consciente que c'est maladroit. Mais que ça existe parce qu'effectivement vraiment ces gens ça n'a pas existé. En gros limite comment tu peux ouais, et puis tu passes à autre chose. Enfin voilà, tu fais un autre bébé, ça se voilà, et les gens enfin tu vois, même pas tout à l'heure tu parlais de maladresse, mais genre des gens croyants qui disaient mais Dieu l'a ramené à elle, c'était voilà, enfin des choses où en fait les gens sont plein de projections et en réalité c'est tous les rêves aussi, le deuil du rêve d'une vie de famille, de plein de choses, c'est pas que elle. Et c'est tout ça. Les gens se rendent pas compte de l'impact dans. Tu renonces à ta vie à ce moment-là, quoi. À la vie que tu voulais. À la projection, que tu as eu en projection pendant ces 9 mois, pour le coup. Et c'était concret. Hein. Ou depuis 35 ans. Ouais, tu vois, évidemment. Parce que moi, j'ai rêvé d'avoir une petite fille. Donc, je me disais, le jour où je serai maman d'une petite fille, je serai heureuse. Enfin, on a ce côté où je serai heureuse le jour où. Bah oui, moi, c'était vraiment genre un goal life, quoi. J'avais le prénom de ma fille depuis des années. Enfin, c'était. Donc, ouais. Il y a tout ça qui c'est cool. Et du coup, ce que tu as expliqué, c'est que ce trauma t'a ouvert à la spiritualité et à quelque chose de plus grand. Donc forcément, j'ai envie de te dire pourquoi, mais avant, parce que moi j'adore les mots, c'est quoi pour toi la spiritualité? Je veux pas que tu me donnes la définition du petit Robert, et on n'est pas là pour juger si ce que tu dis c'est vrai ou faux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ta vision et ta notion. J'ai pas de définition. Tu vois, c'est pas un truc auquel j'ai réfléchi. Ou... Mais ce serait quoi pour toi? Comment elle se matérialise pour toi, ta spiritualité, ou comment tu la ressens?
C'est très drôle parce que c'est ce que tu es en train de dire. En fait, c'est vraiment le lien entre le visible et l'invisible. C'était faire partie d'un tout. Et il y a quelque chose de pas religieux. Enfin, j'ai pas du tout été élevée dans une éducation religieuse ni rien. Mais il y a quand même quelque chose, cette idée il y a quelque chose de plus grand que nous, des âmes. Enfin, voilà. Et qu'on est tous sur un parcours sur Terre à vivre des choses. Et tout était peut-être écrit. Et voilà. En fait, c'est de mettre du sens dans ce qui peut nous faire souffrir dans l'existence, des choses plus grandes que soi. Ça, pour moi, ça fait vraiment partie de la spiritualité. Et de... Comment ça t'est venu justement comme tu dis, la vie d'avant, tu vois, l'angoisse, tous les mots que tu as donnés, la dépendance affective et puis le faire en survie. Et tout d'un coup, effectivement, ce drame de la vie qui devient la mort. Et tout d'un coup, dans la réparation, arrive quelque chose de... Je cherche du sens et quelque chose, finalement, si je peux peut-être le résumer comme ça, de ton enfant tout petit à l'échelle de l'humanité, tout d'un coup, dans la réflexion, t'ouvres à quelque chose de plus grand. Comment t'arrives à ça ? Eh ben, je crois que c'est une histoire de foi, déjà. Enfin, tu vois, on parlait de spiritualité, de foi, de la peur avant. C'était un manque de foi total, de vouloir contrôler la vie, ça doit se passer comme ci, comme ça, comme ça. Et là, de perdre le contrôle sur tout. La mort, on n'a pas du tout de contrôle. C'est un côté, remets-toi-en la vie. En fait, elle sait ce qui est bon, elle sait ce qui est... ça me fait penser à l'aide de l'univers de Julien Musi, de ça, de qu'est-ce qu'on en sait que c'est bien ou mal, en fait, ce qui arrive. Et du coup, l'ouverture, elle s'est faite petit à petit. Et alors, je ne suis pas perchée, mais vraiment par des signes. On a reçu beaucoup, beaucoup de signes. Nous, c'est des coccinelles. Et en fait, on avait des coccinelles... déjà, je te remets du contexte. En gros, tu dis signe de la vie. Alors, tu mets des contextes et effectivement, tu dis, juste avant que tu me racontes l'histoire des coccinelles, et c'est quoi pour toi les coccinelles, ce que j'aimerais comprendre, moi j'aime bien des fois, c'est cette mécanique. Qu'est-ce qui te plonge entre le moment où on est dans cette phase de deuil, et peut-être qu'on est même dedans, à qu'est-ce qui t'amène petit à petit à rencontrer cet éveil, cette psychologie? Est-ce que justement, c'est un livre? Parce que tu me dis que je lis beaucoup de livres, c'est un podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose déjà qui t'amène vers cette réflexion et ce chemin? Plus après, les anecdotes et les signes, tu vas nous parler juste après. Ouais, il y a déjà la sage-femme qui m'avait fait ma prépa à la naissance, qui m'a conseillé un livre sur la vie après la mort. Tout de suite, je l'ai acheté, je l'ai lu. Je dis ok, je sais pas. Mais en tout cas, ça résonnait, mais pas plus que ça. Une copine qui a été enceinte en même temps que moi, qui m'a envoyé un livre de Anita Mourji, je crois, je sais plus le nom, mais c'est une dame qui a eu un cancer, plein de cancers, qui devait mourir, qui a fait une expérience de mort imminente et qui raconte, en fait, et qu'elle a été guérie après et tout. Voilà. Et là, je me suis dit, bon, ok, peut-être que de voir la vie comme ça, en fait, c'est plus simple. Enfin, c'est plus simple. Ça fait moins mal parce qu'on se dit qu'un jour, on se retrouvera. Enfin, voilà, j'ai commencé à me créer des croyances, des petites portes qui s'ouvrent. Et voilà, ça a été plus des lectures qu'on m'a conseillé, des gens sur la route qui t'ont orienté. C'est-à-dire que on parle, donc on est bien sur des personnes sur ton chemin qui t'ont dit, tiens, regarde dans cette direction. Et finalement, tu prends ce chemin-là et tout d'un coup arrivent ces signes. Et tout d'un coup, tu me dis, moi, les coccinelles. Donc, pourquoi les coccinelles? Ça vient d'où? On ne sait pas. Alors, on dit souvent, il y a même un livre qui s'appelle Coccinelle. C'est une journaliste qui l'a écrit sur la mort de sa mère et qu'elle voyait des coccinelles après. Donc, j'ai trouvé ça drôle parce qu'il est sorti quelques mois après la mort de Juliette. Mais en fait, elle venait à des dates. C'est Jung qui parle des synchronicités et des signes avec le scarabée d'or et tout. Elle venait à des moments très précis. On se dit, c'est trop bizarre. Et donc, c'était, je ne sais pas, le jour de l'enterrement. Déjà, il y en avait une sur Pabris. Peut-être que ça a été la première. Et puis après, à Noël. Après, on a eu je fais des ellipses, mais genre, on a eu le Covid. Il y en a une en 2020, au tout début, il y en a une qui est restée 15 jours dans la chambre des petits. Et elle tournait, on la voyait dans le plafond. Avant que les petits naissent, justement, j'en ai une le jour de mon test de grossesse. Il y avait une coccinelle dans le salon qui se baladait. Le jour de la première échographie, je sais pas, pour les... Est-ce que désolée, là, c'est mon côté un peu neurosciences, mais est-ce que du coup, il n'y a pas des biais de confirmation? Je le fais exprès pour les gens qui nous écoutent, dans le sens où quand à un moment, tout d'un coup, tu dis, tiens...
Bah non, aujourd'hui, il y a plus de Twingo rouge qui circule en voiture parce que voilà, et tu verras que tout d'un coup, dans la journée, tu vas trouver une Twingo. Je sais pas pourquoi je parle de Twingo rouge. Je vais la voir. Mais je dis ça parce que je pense que je jouais à ça à l'époque des Twingo, j'étais petite avec mon frère. Je te pose la question vraiment pas pour enlever ton truc, hein, mais j'ai pas forcément besoin plus que les gens me croient. Ouais. Parce que ce que je te disais avant qu'on commence, c'est plus une croyance aujourd'hui, c'est une certitude. Ouais. C'est ancré dans mon corps je sais qu'elle est là déjà, elle continue à exister parce que sa mort fait qu'en fait, elle existe quand même. Mais c'était... En fait, les coccinelles, tu vois, là, ça a fait 8 ans le 30 septembre. Mon mari, il part il est allé au cimetière parce qu'on n'habite plus à côté. Et il m'a envoyé une photo, il y avait une coccinelle sur la tombe. Tu vois, et c'est toujours comme ça, en fait, où c'est à des moments où... on en a même eu une, où pour le 2 ans, on est allé au cimetière et qui est passée sur ma main. Après, qui est passée sur sa main, la main de mon fils. Et en fait, elle faisait comme un animal domestique qui venait nous voir. Voilà. Mais tu parles de la coccinelle et justement, tu parles de cet auteur qui a écrit un bouquin. Là, je te pose la question vraiment pour quelqu'un qui n'est pas connaisseur sur le sujet. Est-ce que la coccinelle a une symbolique particulière, justement ? Bah, peut-être les bêtes à bon Dieu. Enfin, tu vois, oui, c'est vrai, les bêtes à bon Dieu. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'avais une copine maman, c'était les libellules. T'en as d'autres, ça va être des plumes. Après, on met la signification qu'on veut derrière. Là, c'est plus que les choses se matérialisent sous cette forme. Et qu'en fait, à un moment, ça peut plus être un hasard parce que c'est le 30 juillet, le jour de la Sainte Juliette, le 30 septembre, le jour de l'anniversaire de mon fils. En fait, ça vient voilà comme ça. Et il y a eu ce gros signe, et hors coccinelle. Avec mon mari, on est parti une semaine, un mois après la mort de Juliette. Et on a fait un vœu. En se disant, voilà, on s'est dit, si on refait un enfant, on ne veut pas du tout qu'il soit élevé dans l'ombre d'un enfant mort. C'est compliqué pour se construire et tout. Donc, je dis, mais même si mes grossesses sont dures, on va en faire 2 rapprochés pour qu'ils grandissent ensemble. Et qu'en fait, parce que le grand, il avait 7 ans, 8 ans de plus. Et je suis tombée enceinte de jumeaux après. Et tu vois, et les jumeaux, on les appelle les Juju, mais Juliette, on l'appelait Juju. Et on s'est dit, Juju nous a envoyé des Juju. Enfin, tu vois, c'était des petites... La vie, elle devenait fluide après. En fait, elle est devenue assez fluide. Ouais, ce que j'entends, c'est limite, maintenant qu'on a cette foi et cette confiance, on pose une intention, on demande. Ouais. Et j'entends, ça arrive, quoi. Peut-être ou pas, hein, je sais pas. Après, peut-être qu'on fait en sorte que ça arrive aussi. Mais voilà, nous, en tout cas, on se sent soutenus dans l'invisible. Alors, voilà, c'est pas là, je le dis comme ça, haute voix, mais en vrai, même mon mari qui est très cartésien, ça, il peut plus dire qu'il y croit pas non plus. Donc, voilà. Donc, tu dirais que justement, cette foi et cette compréhension de quelque chose de plus grand t'a aidé justement dans la reconstruction et dans cette quête de sens ? Ah oui, complètement. Parce que j'ai lâché sur le fait qu'un jour, je la reverrai. Ouais. Voilà. Un jour, je vais la rencontrer même, parce qu'on ne s'est pas regardé. Et il y a ce truc de... Je pense que j'avais très, très peur de mourir. Et en fait, je me suis dit, si je meurs, je vais la voir. Donc, en fait, voilà. Ça m'a beaucoup aidée. Et du coup, si on bascule sur ton corps. Ouais. Parce que ce que tu nous as dit, c'est qu'effectivement, ton corps, il a tout traversé avec toi. Ouais. D'accord ? Ton corps, il a encaissé une partie des traumas, dont celui dont on va parler après, mais les grossesses de manière générale. Parce que tu as eu 3 grossesses, dont un avec des jumeaux. Donc, c'est aussi une particularité. Le deuil, la perte. Tout au long, ce qu'on viendra après du burn-out et sur le TDAH, mais la suradaptation, le stress, le burn-out, et on y viendra après. Quel est aujourd'hui ton rapport avec ce corps qui a encaissé tous ces traumas ? Parce que je crois que ton corps est marqué, finalement. Ton corps marque ça. Ouais. Alors, j'ai une relation assez compliquée. C'est challengeant pour moi aujourd'hui d'être à l'image et tout. Voilà, je suis en surpoids, j'ai un gros ventre. C'est quelque chose que c'est marqué dans mon corps. Alors, j'ai eu des jumeaux juste après une grossesse. Donc, voilà, mais j'ai repris du poids après. Enfin, le poids, en tout cas, je porte des poids. Et mon corps, déjà, voilà, pour l'instant, j'ai beau essayer de perdre du poids, ça reste. Pour l'instant, c'est aussi mon ancrage, peut-être, de me dire, voilà, l'invisibilité, tu vois, il y a peut-être des choses aussi. Enfin, en tout cas, le corps, déjà, sur la grossesse et le trauma de la grossesse, et pourtant, j'ai énormément avancé, le corps, il continue à dire, ouais, mais il y a quand même quelque chose que tu n'as pas lâché. Il y a quand même quelque chose que, voilà. Un dernier, je le vois comme un dernier truc, lâche-le. Il y a ça. Et il y a aussi
après, moi, j'ai fait un trouble anxieux généralisé quand même après la mort de ma fille parce que j'avais. Les peurs m'ont pas quitté tout de suite. Hein, ça a été un chemin. Ouais. Mais. Tu peux nous en parler un peu ? Ouais, je me réveillais la nuit, en fait, en étouffant. Et je me disais, heureusement que je me suis réveillée parce que j'étais en train de mourir. Et c'était pas vrai, mais c'était la sensation que je m'étais sauvé la vie moi-même en me réveillant. Et en fait, après, je dormais plus la nuit. Et dès que je m'endormais, je me réveillais en disant... si tu t'endors, tu meurs. Si je m'endors, je meurs. Ouais. Ça a été très compliqué. La grossesse d'après, parce qu'il a fallu accoucher. Donc, moi, je voulais qu'on m'anesthésie. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça. Donc, le corps... D'ailleurs, je t'ai pas posé la question pour le coup. Tes jumeaux, tu viens de l'évoquer, tu les as eu assez rapprochés après je tombe enceinte en février. Donc, septembre, février, donc même pas 6 mois après, quoi. Même pas. Ouais. Ils sont nés le 18 septembre. Ah oui, quelques jours, un an après presque. Un an Quasiment moins à date. D'un an. Ouais, moins d'un an, parce que c'était le 30 et un an après. Ouais. Ok, 18 septembre, tes jumeaux. Et donc, effectivement, comme tu dis, justement, tu as eu le stress de cette nouvelle grossesse. Ça a été horrible. Vraiment, ça a été une grossesse. Les pauvres, enfin, je me dis aujourd'hui... Tu as eu le stress de les perdre tout le long ou il se passe quelque chose ? Les perdre, j'embrassais personne parce que, apparemment, l'autopsie aurait révélé qu'elle avait eu un virus, enfin, que j'avais attrapé un virus, que je lui aurais transmis. En fait, ça lui aurait fait une cardiomégalie qui a arrêté son cœur. Donc, j'avais la phobie qu'on m'approche, qu'on m'embrasse. Ça a créé, en fait, beaucoup de stress sur ça. Le Covid après, on a rajouté un coup 2 ans après, voilà, j'avais vraiment peur des virus. J'avais peur dès que j'en sentais plus un bouger, je pouvais aller aux urgences. Ça a été une grossesse d'angoisse totale. Et puis, je voulais surtout qu'on m'endorme et qu'on les sorte. Je me disais, je peux pas accoucher. J'étais prisonnière de mon corps. Je me disais, enfin là, tu parlais du corps. Du corps. C'était ça, j'étais prisonnière. Je me disais, il va me trahir. En fait, il y avait une grosse dissociation de ce traître qui n'est pas capable de faire naître ma fille. Donc, il y avait beaucoup de haine. Ah ouais, donc il y a ce rapport-là. Ouais, complètement. Hein. Ouais. C'était la guerre, quoi, le truc de... Tu peux pas te faire confiance, tu n'as pas réussi à la porter, t'es pas assez fort, quoi. Ouais, ou moi, enfin, tu vois, il y avait un côté, je me disais, et beaucoup, beaucoup de culpabilité que je ne savais pas que c'était ça. Mais moi, j'étais plutôt en colère. Et en vrai, c'était de la culpabilité de me dire, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Ouais. À la maintenir en vie. Ouais. Tu t'es culpabilisé beaucoup. Complètement. Même si pourtant c'est un virus et que tu es pour rien et que ça vient de l'extérieur. Je sais pas vraiment, tu vois, si c'est un virus. Enfin, je me dis, il y a peut-être autre chose. Enfin, forcément. Et en vrai, la spiritualité m'a aidée aussi à dire que peut-être son âme, elle a juste choisi de ne pas venir, de nous réveiller. Elle est quand même venue à une date précise pour mon mari. Ouais. Moi, tout ce que ça a créé derrière. Enfin, il y a rien de plus juste aujourd'hui dans notre vie que son décès. Ouais. Donc, ça répare. Mais le corps, tu te remaries pas avec lui comme ça en 2 secondes, quoi. Ouais, bien sûr. Enfin, moi, mon trauma, c'est pas celui-ci, c'est le burn-out. Et je vois encore aujourd'hui en quoi mon corps a des réflexes traumatiques à certains endroits. Et pourtant, Dieu sait que je suis passée par des coachings, des thérapies, des thérapeutes, etc. Et je travaille encore sur le rapport du corps et l'enregistrement de la mémoire du corps et du stress, en fait, que ton corps oublie pas. Donc, je comprends mieux. Donc, effectivement, du coup, rapport au corps, mais l'accouchement des jumeaux se passe comment ? Du coup, effectivement, tu l'as dit, tu fais une... J'ai fait une hémorragie, ça a été assez... non, mais je fais jamais les choses normalement. Ma vie de ligne 3. J'ai fait à 7 mois et demi, j'ai perdu du sang. Elle parlait du HD pour la ligne 3. Je suis une petite aparté, je la suis parce que voilà, mais je suis ligne 3 aussi, une petite aparté. Mais je comprends. Okay. Non, mais c'est toujours rocambolesque. En fait, j'en rigole, mais c'est pas drôle. Mais voilà, j'ai fait une hémorragie, césarienne d'urgence. Et en fait, quand ils ont sorti mon fils, ils me l'ont mis devant moi, il criait et tout. Ma fille, en fait, elle est sortie dans les vapes. Ils l'ont réanimée. Donc, tu vois, le truc qui est remonté. Elle a été intubée, elle a été emmenée en réa à 40 km, donc je ne l'ai pas vue pendant 36 heures. Et c'est ta fille encore. Et c'est ma fille encore. Donc, il y a vraiment... Après, j'ai beaucoup travaillé sur mon tranger et tout aussi. Ça m'a libéré des choses sur... mon arrière-arrière-grand-mère est morte en donnant la vie à son 3e enfant dans une hémorragie. Enfin, tu vois, il y a des choses hyper en correspondance. Donc, aujourd'hui, je le sais, mais sur le moment, c'était un drame. Ouais. Et puis, avec ma césarienne, j'ai demandé une ambulance, j'y suis allée... même pas 24 heures après, j'y suis allée. Mais donc, accouchement rocambolesque, 1 mois, ils sont nés à 7 mois et demi, donc 1 mois et demi de néonat, à peu près. Et puis après, déjà, rien que parents de jumeaux, hein, t'es musclé là. On part dans. Pas eu le temps de faire le deuil, en fait. Il y avait ce côté où on avait tellement d'amour à donner, qu'on avait absolument envie de remettre de la vie dans notre quotidien. On vous en donne 2, du coup. Donne 2, mais par contre, au niveau logistique, émotionnel
Et moi, je savais pas que j'avais un TDAH à cette époque-là. Ouais. Mon mari en a un aussi, mais émotionnellement, on est très, très vite débordé avec un TDAH. Et en fait, on se jugeait de pas être à la hauteur. Donc, voilà, tu dors pas. Donc, eux, en plus, c'était des petits TDAH, hein, que des petites piles. Enfin, ils ont pas fait leur nuit avant 5 ans. Enfin, et du coup, c'était extrêmement fatigant. Et on n'a pas eu cet espace pour faire notre deuil. On le faisait en silence ou dans notre corps. Enfin, il y avait quelque chose de l'ordre de notre corps. Il a pris. Maintenant, j'ai beaucoup d'amour pour mon corps de dire, il a fait le taf pendant que moi, j'avançais parce qu'il fallait. Parce qu'il fallait. Oui. Et donc, les jumeaux arrivent quand? On est en 18 septembre 2018. 2018. Ils arrivent. Le deuil, comme tu dis, qui se fait bon an, mal an, cette spiritualité, cette quête de sens. Ouais. Nouvelle logistique quand même avec 2 enfants en bas âge supplémentaires. Bon, je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là, non. Mais comment, entre guillemets, là je remets mes guillemets, on reprend une vie normale. Tu travaillais dans une grosse boîte, du CAC 40, tu étais en laboratoire, etc. À quel moment tu reviens? Parce que je crois qu'à un moment, tu dis à Florence, à un moment c'était aussi important pour moi de reprendre le cours, et je sais pas ce que c'est que le cours. Comment ça se passe? Alors, du coup, j'ai pas repris. Pour la grossesse de Juliette, j'ai été arrêtée, vu que j'étais tout le temps malade, j'ai été arrêtée. Quand elle est née, j'avais mon congé mater, t'as quand même un congé mater. Et j'ai été arrêtée aussi. Enfin, voilà, de toute façon, je me sentais pas d'y retourner. Je suis tombée enceinte, j'ai été malade, donc de toute façon, puis je comptais pas y retourner pendant ma grossesse. Quand ils sont nés, j'ai pris 1 an de congé parental, parce que j'avais le droit, c'était ma 3e grossesse, machin. Et en fait, j'ai repris en septembre 2019. Et voilà. Et ça a été assez difficile. Qu'est-ce qui était difficile? De revoir les gens, de me confronter à leur regard. On revient à la question tout à l'heure. Ouais. Et puis aussi, c'est pas mes amis, c'est pas des gens bienveillants. Enfin, je dis pas qu'ils sont malveillants, hein, mais il n'y a pas ce rapport de bienveillance naturelle, de soutien. On est là au travail pour travailler, et on n'est pas là pour recevoir un coup d'épaule, enfin, tu vois, de soutien quand ça va pas et tout. Donc, il y avait un côté, je redeviens. J'ai déjà pas eu le temps de faire mon deuil. Je suis maman de jumeaux depuis 1 an. Moi, je les allaite. Ils ont de multiples allergies. J'ai des évictions. Enfin, je suis sous l'eau. Et en fait, je me prends les transports, le truc retourner dans le travail. Et mais j'y vais, quoi. Parce que financièrement, il faut y aller. Enfin, côté très matrixé il faut. Donc, tu viens de le dire. Là, on est en 2019. Septembre 2019, j'ai repris. Arrive le Covid. Je suis pas folle, on est en 2020. Ouais, donc, en mars 2020, ouais. Donc, pour le coup, tu vis certainement entre les enfants, la maison, le rythme du Covid. J'ai été arrêtée tout le long du Covid. Okay. Parce qu'on l'a eu en fait au tout début. Du coup, j'ai pas repris. Et on m'avait demandé de faire du télétravail, mais ils m'ont dit arrêtez-vous parce que je pouvais pas télétravailler. Avec les jumeaux, c'était pas possible, c'était trop compliqué. Fin de Covid, donc tu dois revenir finalement fin 2020, octobre ou 2021. J'y suis retournée en juillet. 2020. Juillet, parce qu'après, j'ai fait des grosses crises d'angoisse à la fin du Covid. J'avais peur de retourner avec les gens, prendre les transports. Pour moi, les virus étaient partout. Voilà. T'as eu ce trauma-virus de Juliette qui finalement se retrouvait avec un virus qui crée certainement une angoisse. Oui, il y avait ce côté, on est confiné. Enfin, peut-être qu'en plus à l'époque, je crois, c'est là que j'ai éteint ma télé, mais je regardais encore les infos où ils décomptaient les morts. Enfin, ça a été mon trouble anxieux généralisé. Il était à son apogée là. Et du coup, j'y suis retournée, mais compliqué. Et du coup, tu te sens pas vraiment. Enfin, j'entends. C'est-à-dire que eux ont continué leur vie quelque part. Le cours a continué dans le labo dans lequel tu étais de cette grosse boîte. Toi, tu arrives justement avec tous ces aléas, toutes ces épreuves de vie. À la fois, je vais pour donner la vie, je finis par revenir avec la mort. Mon trouble, stress, angoisse généralisée, puis le deuil à faire. Finalement, bonne nouvelle, enceinte de jumeaux. Grossesse compliquée, quand même des angoisses, mais je redonne la vie. On le sait tous par écho, pour ceux qui le vivent, les jumeaux, c'est musclé. Oui. C'est musclé. Le Covid, comment tu te sens quand tu rentres là? J'étais en fait, je pense que j'étais déjà en burn-out. Enfin, pas en burn-out, mais... On peut le dire, burn-out parental existe aujourd'hui, mais en tout cas... Oui. Mais il y avait... La zone était un peu saturée quand même. Ouais. J'étais en épuisement. En tout cas, un système nerveux complètement en PLS, en sympathique tout le temps, fenêtre, voilà... Je connaissais pas encore ça à l'époque, mais oui, je voyais bien qu'il y avait quelque chose. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à trouver des échappatoires dans ma vie. Sous quelle forme? Me former.
J'ai commencé à me former. J'ai fait une formation d'hypnose. Elle va vous dire ligne 1. Non, je dis, non, ok. Oui, je suis un 3. Un 3 émotionnel. J'ai commencé à me former une formation d'hypnose. Alors, ça a commencé plus en autodidacte. J'ai commencé à me former au tarot, à avoir des lectures plus spirituelles. J'avais besoin de comprendre aussi ce qui se passait. Donc... Et puis, en fait, j'ai voulu me former à l'hypnose. Et j'ai commencé. Et en fait, ça s'est enchaîné. Bon, ça fait presque 6 ans, j'ai pas arrêté. Je continue à me former tout le temps. Et ça a été ma soupape. En fait, à chaque fois que je partais en formation, je pensais à moi, je faisais des choses qui me nourrissaient. Et c'est ce qui m'a fait tenir beaucoup. Donc, par rapport à mon travail, je posais des jours de congé où j'y allais le week-end. Donc, tu es quand même en train de dire que là où tu avais... C'était combien de temps que tu étais là-bas? Un moment, non? Ah, ça fait... je suis rentrée en 2005. Ok, donc ça faisait quasiment 15 ans. Ouais. Tu es bien en train de dire que, si je peux me permettre, je suis peut-être un raccourci, j'y vais parce que c'était mon job. Ouais. 2 jumeaux, enfin en tout cas en termes de sécurité financière, faut bien nourrir la marmite, payer le loyer, payer les courses. Mais tu es en train de dire, finalement, je me sens un peu décalée avec les gens avec qui je travaille et que tu te sens pas du tout nourrie par ce que tu fais. J'avais envie de partir, en fait. Okay. Directement, je me suis dit, justement, j'ai envie de retrouver du sens. Ouais. C'est à ce moment-là que ça a commencé. Et faire des choses qui m'animent. Moi, j'avais fait une fac de psycho après le bac. Donc, je me suis toujours intéressée à l'humain, à tout ça. Et là, j'étais en train de faire des produits cosmétiques en labo. Et en fait, il n'y avait aucun sens. Je m'ennuyais à mourir. Moi qui suis très créative, c'était très normé, protocole. En fait, je me mourais. Le mot que j'utilise, c'est je me mourais. Alors, je me mettais des podcasts toute la journée quand je faisais mes formules. Donc, je kiffais, j'écoutais plein de choses. Ça te formait? Ça me formait, puis je m'amusais. Enfin, je me disais, c'est génial, mais je m'ennuyais à mourir quand il y avait des réunions et tout. En plus, je savais pas que j'avais un TDAH, mais je me disais, mais j'y arrive pas, c'est horrible, machin. Enfin, c'était hyper compliqué. Et du coup, juste pour que tu le verbalises, même si on pourrait, histoire qu'on n'interprète pas à ta place, mine de rien, du coup, qu'est-ce qui concrètement, pour toi, à ce moment-là, te fait rester alors que tu sens que tu t'ennuies et que tu es à côté de la plaque? Des croyances qu'il n'y a rien ailleurs pour moi, que j'y arriverai pas, parce qu'en plus, moi, je suis passée de fac de psycho, j'ai tout abandonné pour faire de la coiffure. Je suis rentrée dans ce groupe en tant que technicienne labo coiffure, mais après, je suis passée en chimiste. En fait, ça a été un truc où j'ai eu un parcours où j'avais pas de diplôme pour faire mon métier, puis je me dis, mais quel métier je vais faire? En fait, il poser ces questions parce que tu le sais, tout le monde se pose ce genre de questions. Ouais. Il y avait rien pour moi. Je me disais, mais je suis... Puis, dans ma boîte, ils me disaient, mais on vous a embauché en tant que ça. Déjà, vous avez la chance de faire ça. Remerciez-nous, voilà. Restez à votre place. Voilà. Et puis, au niveau salaire, j'étais complètement en dessous des autres parce que j'avais pas été réévaluée. Donc, moi, j'ai aucun tabou. J'ai gagné 1 800 € net par mois avec 15 ans de boîte. Et je me disais, mais c'est tellement bien. Je peux pas avoir mieux. En fait, c'était un côté de mérite. Je pense que je me disais... Voilà. Tu trouverais pas mieux. Ouais, puis l'insécurité. L'insécurité avec la famille. Et donc, arrive 2023. Ouais. On a parlé déjà de ton corps. On fait... ton corps, tu disais un moment ma trahie. Tout d'un coup, à un moment, il est aussi ton allié. À ce moment-là, il est en train de te dire trop là. Tu te souviens, il se passe quoi? C'est quand exactement? Ça remonte à quelques mois avant. C'est qu'en fait, on a pris la décision de partir de la région parisienne et de s'éloigner. Ouais. Et d'acheter une maison. On voulait que nos enfants grandissent au vert et puis on ne pouvait pas acheter en région parisienne. On est parti un peu au-dessus, dans le Vexin. Et en fait, c'est beaucoup de travail. Enfin, déjà, c'est de voir les banques, les trucs. Enfin, il y a eu du stress déjà, le déménagement, faire des cartons, 3 enfants, etc. Et en fait, le déménagement a eu lieu. J'ai rattrapé le Covid le lendemain du déménagement. J'étais un peu KO. On me fait un test PCR où je m'étouffe. Enfin, bon, bref, je me suis bloqué un truc. J'étais pas en forme. Je retourne au travail 2 jours après. Non. Soit quelques jours après. Ouais, je sais plus. En tout cas, et je me retrouve complètement bloquée. J'ai une névralgie cervico-brachiale, mais dans une intensité. J'avais jamais eu aussi mal de ma vie, sachant que j'ai eu quand même 3 accouchements où j'ai pas souffert. Et là, j'avais vraiment mal. Et je me disais, j'ai jamais eu mal comme ça, quoi. J'avais l'impression d'avoir des coups de couteau. Je pouvais pas rester en place. Moi qui disais, je prends pas de médoc, là, il me fallait des médocs tout le temps. J'étais souffrante. Donc, j'ai commencé à avoir un arrêt et mon médecin m'arrêtait toutes les semaines. Parce que c'était en visio, j'avais pas de médecin dans l'endroit où je vivais. Ça faisait 2 jours que j'habitais là. Et à chaque fois qu'il m'arrêtait, ça allait. Enfin, ça allait. Ça se calmait. Et 2 jours avant que ça reprenne, j'étais là, je souffre trop, je dormais plus et tout. Et mon médecin traitant m'a appelé en me disant, je vois que vous voyez des remplaçants et j'aimerais bien que vous veniez. Je dis, mais je peux pas conduire, il y a 80 km et tout. Puis je l'ai fait. Et j'arrive dans son bureau, elle me dit, ça va? Et je dis, non, ça va pas.
Et là, je me suis mise à pleurer. Alors, cette question, le ça va. Et on sent qu'à l'intérieur de nous, on sent que ça monte. On a envie de faire croire et presque faire un ça va. Et en fait, il y a tout le corps qui lâche derrière ce ça va. On l'a tous vécu, ce ça va. Et là, ça. Ouais. Et elle m'a accueillie, et une médecin super humaine et qui m'a dit déjà, on se détend, je vous arrête 1 mois. Et là, tout de suite, ça allait. Et ça, la somatisation, vraiment, le corps qui parle et qu'on n'écoute pas. Hein. Et moi, je me jugeais, je me disais, mais je simule, qu'est-ce qui se passe à ce point-là ? J'étais consciente, j'ai toujours une maman qui m'a sensibilisée à la somatisation, etc. Donc, j'avais conscience de ça. Moi, je faisais déjà conseillère en fleurs de bac, des choses où je suis vraiment dans le corps, dans l'émotionnel et tout. Donc, je savais, mais je me disais, mais je fais exprès ou quoi ? C'est bizarre quand même que j'ai plus mal le jour où elle m'arrête. Oui, ton corps fait exprès. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, ton corps fait exprès. mais comme on dissocie. Et puis, pour le coup, on va pas forcément en parler là, mais ta dissociation que tu as faite le jour où ça arrive avec Juliette, mine de rien, pour réassocier un trauma comme ça met du temps. Et je suis pas là pour dire si tu t'es totalement réassocié ou pas, mais en tout cas, ça prend énormément de temps. Voilà, si vous entendez ça, c'est de burn-out, des gros traumas et qu'il y a des dissociations, parce que tu l'as dit, ça a été la sidération. Merci, voilà, c'était le mot que je cherchais exactement. C'est d'une violence. Il y a une fracture qui se fait entre le corps et l'esprit par survie. Hein. C'est par la violence de la survie. C'est pas genre, ça va mieux, ça revient. Il y a vraiment tout un travail, plus la mémoire du corps et de la souffrance et du choc. Donc, c'est pas étonnant, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, je fais du travail en breathwork, en somatique et bodywork, avec une personne géniale. Mais je commence à vraiment me réapproprier. Mais c'est pas fait. Je suis pas surprise. Et souvent... et c'est pour ça que, pour le coup, je sais que tu as fait une des mêmes écoles de coaching que moi. Et, pour le coup, avant, effectivement, le coaching aide à beaucoup de choses. Mais tu vois, moi... Mais mentalement, quand même. Exactement. Même s'il y en a qui essayent de dire... je ne nommerai pas les noms de nos grands Manitou du coaching et développement personnel, qui disent que non, le développement personnel, ça rentre par le corps, etc. Moi, aujourd'hui, pour en avoir fait beaucoup, que ce soit... Il y a cette dimension du corps, pour moi, qui est pas touchable au niveau de profondeur du trauma. Le coaching ne fait pas ça. Donc, il faut vraiment trouver une pratique à côté qui relie le corps et l'esprit. Le coaching peut aider en surface à descendre peut-être à certains dans niveaux. Le cerveau, je pense, au niveau de l'amygdale, il y a des choses qui se passent. Hein. On peut ressentir des choses dans le corps, on parle de cette gratitude, mais la mémoire du corps, pour moi, c'est très spécifique. Il faut trouver des trucs très spécifiques et ça prend du temps, même si vous avez été accompagné pour, en niveau de santé mentale, pour du burn-out, etc. D'ailleurs, quand on a un burn-out, on fait de la dissociation, hein, clairement. Puis en plus qu'il y a eu des traumas de l'enfance, etc., fait que déjà on s'est dissocié de plusieurs parties à d'autres moments. J'en parle, je fais une petite aparté parce que c'est hyper important et je pense qu'effectivement dans le soin des traumas, et moi je suis plus spécialisée en santé mentale et burn-out, il y a un vrai sujet, là-dessus, donc j'en profite que tu parles de ça pour tout à fait raison. Pour le soulever. Et moi je l'ai appris il y a pas longtemps justement grâce au breathwork, dans une transmission, que les fascias dans le corps impriment les traumas. Et pas étonnant que j'ai un gros ventre que je n'arrive pas à perdre. Il est là pour me rappeler, c'est une mémoire, et maintenant je l'accepte, même si c'est pas confortable, c'est pas comme ça que j'aimerais être, mais je pense qu'il y a des traumas qui s'impriment dans le corps et qu'on a beau comprendre au niveau mental, au niveau du cœur même, parce que moi c'est au niveau du cœur que ça joue, que ça m'a vraiment libérée, je suis sortie de l'angoisse, etc. Par contre, au niveau du corps, il y a quand même aujourd'hui encore, quoi. Il y a encore Et donc, justement, ce médecin qui t'accompagne, qui est aidante, t'arrête pendant 1 mois. Tu dis, OK, c'est bon, je fais pas de cinéma. En plus, je suis entendue. Il se passe quoi après ? J'ai beaucoup dormi. Je crois que j'ai cette dormi. Phase-là, j'appelle ça la zombieland, moi. Ouais. Je crois que c'est mon mari qui déposait les enfants à l'école ou quoi. Et en fait, dès qu'ils étaient pas là, je dormais toute la journée. Je faisais vraiment rien. Puis, j'arrivais rien à faire. Je commençais à lire. Moi, qui adore lire, je m'endormais tout de suite. J'avais même pas envie de regarder des séries, des choses. Je dormais beaucoup. Mais j'allais bien. En fait, j'allais bien. C'est très bizarre, c'est que j'étais bien. Je me disais, ça va. Ça y est, ça va. Oui, parce que t'étais en arrêt, t'étais plus en lien avec l'entreprise, non ? Ouais, mais pour moi, il était clair que j'y retournerais jamais. Donc, tu le savais. J'y suis retournée 2 jours. Hein. Mon bras, il s'est direct bloqué et j'ai lâché un bécher de 5 kilos dans le labo. Ma chef m'a vue. Je dit, ça va pas. Donc, elle m'a dit, rentre chez toi. Et je me suis réarrêtée. Donc,
Voilà, ça, c'est la dernière fois que j'y étais et je pense que je le savais. Mais ça a dû, pendant 2 ans, En fait, quand tu me dis, il y a, même si, bien évidemment, je ne suis pas là pour dire c'est quoi le plus gros trauma, la plus grosse douleur. En tout cas, on sait qu'aujourd'hui, que la perte d'un enfant fait partie des plus grosses douleurs de la vie. Donc, tu vis cette épreuve. Tu as tout d'un coup cette compréhension, cette spiritualité de plus grand, cette quête de sens. Et puis tout d'un coup, mine de rien, il y a cette, peut-être cette dissonance interne de se dire, je sens qu'il y a autre chose, quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose qui me rappelle à la vie. Mais en même temps, mes besoins primaires, un peu de l'amygdale, de survie, me fait aller dans cette boîte où je me fais chier à mourir. Ah oui, et en fait, je dissonne en permanence. Sans compter effectivement ta charge du quotidien, les jumeaux, le deuil, etc. Là, ils sont toujours là, pour le coup. Même si t'as un mari qui, comme tu dis, qui a tout déconstruit et aidant et soutenant. Mon mari, je précise, a fait une rupture de tendon d'Achille 5 mois après mon burn-out. Donc, il a exprimé sous sa forme un burn-out. Il a arrêté plus de 6 mois. Donc, pendant 6 mois, on a été arrêtés ensemble. Ouais, ok. Voilà. Donc, effectivement, il y a ton corps qui te parle. C'est-à-dire que, est-ce que ça te parle quand je te parle effectivement de cette dissonance entre ce rappel à la vie et tout d'un coup, mon quotidien, parce qu'il y a un moment, les factures, il y a vraiment les choses du quotidien qui plombent. T'es coincé dans un espèce de tunnel en fait de vie où tu as mis en place des choses et si tu veux que ça continue à tenir, il faut que tu continues à le faire tenir en fait par l'argent ou par ton quotidien, c'est-à-dire que tu peux pas tout déconstruire comme ça et moi ça m'a mis 2 ans vraiment à me dire ok, je pars, je vais partir et je vais arriver à partir et je construis quelque chose pour partir. Et justement entre ce burn-out, donc effectivement tu as eu tes symptômes très pour le coup marqués dans le corps avec ces messages du corps qui étaient très forts et très douloureux. Puis les épaules, c'est vraiment douloureux. Le côté, j'en ai plein le dos, je porte trop. Donc, complètement. Et justement, effectivement, entre le moment où tu es arrêté, tu reviens 2 jours, mais en fait, tu reviens plus. Puis au fond, tu le sais. Ouais. Voilà, tu sais que c'est trop dissonant et que la page doit se tourner. Pour le coup, on doit passer à autre chose. Combien de temps il se passe justement entre le burn-out et le moment où tu décides de se dire est-ce qu'il y a un plan ? Ça se passe comment dans ta tête à ce moment-là ? Parce qu'en plus, tu es dans un autre mindset. Tu parlais un peu plus dans cette confiance en la vie, cette foi qui était en train de se construire en parallèle. C'est ça. Ça a pris du temps, enfin voilà. Mais je continue à me former. Déjà, ça faisait 3 ans que je me formais à plein de choses. J'essayais de construire quelque chose qui me plaise, qui ait du sens, qui me ressemble. Et je me sentais tellement vivante quand je me formais que je me disais, de toute façon, c'est ça que je veux faire. Mais je me disais pas que je pouvais gagner de l'argent avec ça. Enfin, il y avait un côté, je mérite pas. Enfin, bref, c'est trop insécurisant. Puis quand on est dans une boîte très patriarcale, on te dit que sans eux, tu ne pourras pas survivre. Donc voilà, il y avait ça. Et ça s'est fait au fur et à mesure, en fait, du travail sur moi aussi, parce que j'étais accompagnée, coachée, psy. Je voyais beaucoup aussi de thérapeutes du corps, acupuncture, une super ostéo aussi. Moi, je suis formée au Chin Tsang, donc aussi, je faisais pas mal de Chin Tsang, c'est le massage du ventre pour refaire circuler l'énergie. C'est un massage de médecine traditionnelle chinoise. Donc voilà, je me suis redonné vie, je me suis rechargée déjà en énergie parce que j'étais... quand il prenait mon pouls, il me disait il n'y a plus rien, c'est vide. Il y avait un vrai épuisement. Donc j'ai alterné entre des phases de j'ai envie de faire quelque chose et en même temps je suis épuisée. J'ai eu un moment où j'ai repris le sport, j'ai commencé à perdre 9 kilos en 3 mois. J'étais hyper... Et mon mari s'est fait sa rupture de tendon d'Achille. Donc, vas-y, on retourne, ok. Voilà. Donc, ça s'est fait fragile. C'était fragile, mais ça a duré 2 ans. On va dire que le déclic s'est fait un jour dans la douche. J'étais dans la douche et je me suis dit, le jour où je vais mourir, je vais me dire, je passe à côté de ma vie. C'est pas possible. Je peux pas continuer comme ça. Je dois me confronter à l'inconfort. De partir, d'avoir peur, de pas savoir de quoi je vais vivre, comment je vais vivre, même si j'ai une idée, mais... Tu formalises comment ? Tu leur demandes une rupture conventionnelle ? Comment tu le formalises ? Non, j'ai réussi à avoir un licenciement pour inaptitude, avec le médecin du travail, parce qu'en fait, le truc, c'était fou, c'était que j'allais super bien, je suis remontée en énergie et tout, je faisais du sport, je voyais des gens, j'étais heureuse. Par contre, dès que je pensais à retourner au travail, je me disais, je vais me jeter sous le train, et je voyais la mort associée. Et mon psy me disait, mais c'est dans votre tête. Je disais, oui, mais en tout cas, c'est là. C'est que le travail est associé à la mort. Si vous me remettez au travail, je suis plus à ma place. En fait, il y a un côté de place. Et déjà, c'est difficile, je trouve, de prendre sa place sur Terre, de savoir où est sa place. Et je me disais, là, c'est mon ancienne place. Dans mon deuil, je peux plus retourner en arrière. C'est plus possible.
C'est marrant ce que tu me dis parce que je me souviens, j'avais dit cette même phrase. Si je retourne là-bas, je vais mourir. Ouais. Vraiment, je l'ai ressenti, mais pour le coup, peut-être un des rares moments où j'ai fait la connexion entre ma tête et mon corps, où ils se sont parlé en disant là, on va juste te parler 2 secondes, là, on va se réassocier. Si tu y retournes, tu vas mourir. Et je me souviens, par contre, j'avais été moi aussi accompagnée par une psy. Et elle m'avait fait ce parallèle qui peut être un peu violent. Hein, cette phrase va peut-être choquer certains, mais bon, à la limite, c'est la phrase de ma psy. Elle m'avait dit, mais c'est comme si une femme qui se fait violer dans un parking, on lui disait tous les jours, tu dois repasser dans le même parking. Ouais, dans le sens du trauma, en fait. Dans le sens du trauma, ça veut dire qu'effectivement, c'est l'environnement dans lequel toi, ton corps a somatisé le trauma, c'est l'environnement qui entraîne, entre guillemets, des mécanismes chez toi qui t'emmènent justement à cet effondrement qui est le burn-out. Et c'est comme si tout d'un coup, comme tu dis, je vais mieux. Moi, je me souviens quand j'avais des courriers d'eux, parce qu'en plus, moi, ils m'ont mis un peu la misère sur des trucs administratifs où toi, t'es déjà... Moi, le moindre truc où il fallait déjà ne serait-ce qu'envoyer ton truc d'arrêt au machin, c'était un enfer pour moi. Aussi, ouais. Je les envoyais dès qu'ils les recevaient pas. À la fin, je suis obligée de les envoyer par recommande. Enfin, en plus de ça, ils m'ont mis la misère. Puis alors, moi, phobie administrative, donc autant te dire. Et je me souviens, c'est-à-dire que franchement, c'était un peu comme les filles avec les amoureux, tu sais, tout d'un coup, t'as un message, t'as l'impression que tu revis, t'as plus de message, t'as l'impression que, voilà. Et bah, ça faisait, c'est-à-dire que t'allais à peu près bien. Enfin, quand t'allais à peu près, t'allais mieux. Ouais. C'est-à-dire que tu avais un regain d'énergie. Si j'ouvrais la boîte aux lettres et que je voyais juste leur nom, ma psy me disait, je me souviens, j'avais une anecdote, une emmerde avec eux. J'avance bien avec ma psy. Je retourne la voir justement où je reçois un courrier chiant. Et elle me dit, vous êtes retourné 3 mois en arrière. En termes de travail, etc. Ça veut dire la puissance d'un courrier nous ramener, ça veut dire que l'association de trauma et de malaise, de mort qu'on a associé avec l'entreprise, l'environnement de travail délétère dans lequel on a été, est tellement puissant. Après, voilà, certainement, les gens qui ont vécu des burn-out peuvent comprendre, ou dire, mais qu'est-ce qu'elles disent ? Mais faut le vivre pour le comprendre. Ça anéantit, quoi. C'est tout d'un coup, il se passe... C'est ton système nerveux qui est en réaction totale. Complètement. Quoi. Et ça, tu vois, moi, j'ai pas été anéantie par les mêmes raisons que toi. C'était pas une charge de travail, quoi. C'était plus la suradaptation. Mais il y avait ce côté où j'étais plus à ma place. Et en fait, de redevenir l'ancienne Chloé, c'était pas possible. Donc, c'était même pas hostile au point où j'avais vécu du harcèlement. J'en ai eu dans ma carrière, mais pas là. Mais c'était ma survie. Si je retournais là, c'était que j'abandonnais la vie. Enfin, il y avait celle que tu avais envie, celle que tu as choisi, la foi. Non, la vie. J'abandonnais ma vie. C'est-à-dire que tout ça pour rien. Tu vois, le côté, ok, j'ai perdu ma fille, j'ai fait ça. Et là, je suis là en train de subir ma vie. Non, construis, quoi. Et justement, tu viens de le dire, on va arriver à ça. C'est, tu parles de suradaptation. Ouais. Moi, pour le coup, je parle souvent du burn-out comme la maladie de la suradaptation, pour le coup. Tu as découvert ta neuroatypie aussi sur le tard. Alors, tu m'as expliqué souvent par le lien de tes enfants et finalement c'est un beau miroir, les enfants. On se dit, mais c'est pas possible d'avoir fait des gosses comme ça. Mais pourquoi c'est aussi chiant Non, mais je regardais mon fils, je me disais, mais c'est pas possible, il n'est pas de moi, c'est pas possible. Et en fait, ils te tendent un miroir incroyable. C'est génial ce parallèle. Et là que tu découvres effectivement ton TDAH. TDAH, pardon, par miroir de tes enfants. D'ailleurs, effectivement, alors il n'y a pas de statistiques officielles parce que tout ça, c'est des choses qui sont assez récentes. Déjà, il n'y a pas de statistiques réelles sur le burn-out, donc voilà. Mais par contre, pour avoir discuté avec des médecins spécialistes, on se rend compte que les personnes qui ont des neuroatypies sont surreprésentées dans des maladies de santé mentale et donc de burn-out. Et donc, en plus, TDAH, beaucoup de suradaptation. Burn-out, moi, en tout cas, je la nomme maladie de suradaptation. Tu fais le parallèle, du coup ? Ouais, complètement. En quoi, justement, ce qui est intéressant ? Alors, est-ce que tu pourrais donner pareil ? Parce que d'autres savent ce que c'est, mais pour toi, c'est quoi ton TDAH ? Sans que tu le fasses, t'es pas une experte, t'es pas un scientifique, t'occupes pas de sujet. Voilà. Et raconte-nous un peu l'histoire de ça. C'est-à-dire, OK, je commence à faire le lien entre mon burn-out et ma suradaptation et du coup, ma neuroatypie. Comment tu l'as découvert en miroir avec ton enfant ? Et c'est quoi pour toi ? Et ça se traduit comment d'ailleurs ? Ouais. Beaucoup de questions, mais t'inquiète pas, je la referai au fur et à mesure. Parce que je risque ça donne un peu TDAH, le thème. Perdre le fil. Ouais, t'inquiète pas. L'hypersensibilité, ça c'était quelque chose, j'en avais conscience depuis très longtemps, même avant la mort de Juliette. L'hypersensibilité de physique, émotionnelle. J'avais ce côté-là où déjà c'était compliqué de vivre dans un environnement où, je sais pas, les gens vont se moquer d'autres. Tu vois, moi, j'ai toujours cette scène au café, ils sont une dizaine à parler sur les autres. Je dis, ils sont crus.
cruels, ils sont méchants. Enfin, voilà, peut-être hyper naïve, mais je comprenais pas. Et dès qu'il manquait quelqu'un, et je me disais, bah, ça doit être pareil pour moi. Dès que je suis pas là, ils doivent me... Et ça me faisait trop mal. Et en fait, ça m'empêchait de dormir. Des fois, de voir des regards entre des collègues. Il y a une scène ignoble au travail. Et pour moi, ça a été genre un trauma sur le trauma. Et en fait, ces personnes-là qui m'ont traumatisée, après, dès que je venais, elles faisaient ça comme ça, genre... Elles faisaient un regard. Et moi, je le voyais. Et ça, déjà, tu le captais. Ouais. Et je sentais que c'était pas normal de capter autant les choses. Ces subtilités. Oui. Ces micro-détails. Mais je dormais pas pendant 48 heures parce que je me disais, qu'est-ce qu'elles se disent de moi? Bon, voilà, que je disais mes 3 mots, dépendance affective, j'avais besoin d'être validée, d'être appréciée. Parce que depuis que j'étais petite, on me disait, mais Chloé, t'es trop, oh là là, tu parles trop, t'es trop bavarde, t'es trop joyeuse, En fait, tout émotionnellement est trop intense. Et aussi, t'es pas assez. T'es pas assez organisée, t'es pas assez ci ou ça. Donc, il y avait toujours ce côté, je suis pas celle qu'on attend que je sois. Donc, et soit trop, soit pas assez. Donc, ça va jamais, quoi. Voilà. Et du coup, tu crées des polarités, vraiment, de dire, il faut surtout pas que je sois comme ça, il faut pas que j'aille là. Donc, tu deviens un profil contrôlant. C'est ça qui crée l'angoisse aussi, c'est de créer quelque chose de je dois rentrer dans un moule, faire ça, etc. Donc, tu te suradaptes. Donc, déjà, dès l'enfance, c'est pas... Et les parents font pas exprès, c'est juste qu'ils veulent tellement le meilleur pour toi qu'ils disent, mais non, moi, un truc con, on m'avait dit, il faut pas que tu sois égoïste, sinon tu n'auras pas d'amis. Ah bah, vas-y, je suis la fille la plus généreuse de la Terre, quitte à me faire escroquer, manipuler. Bah oui, forcément. Donc, voilà, tu te polarises sur beaucoup de choses. Et au travail, c'était vraiment de ne pas me reconnaître, en fait, avec les gens. Quand ils parlaient, moi, je sais pas, j'étais très spontanée, très authentique. Après, ça, c'est mon caractère, mais c'est très lié au TDAH quand même. Et du coup, je pensais à haute voix, je disais des choses. Et en fait, je voyais les jugements des autres, je les captais par un regard et je me disais, je suis tellement conne, c'est pas possible. Et je me jugeais tout le temps de pas être assez, je comprends pas leur code. En fait, je fais pas partie de leur team. Genre, elles sortaient entre elles, les filles, elles m'invitaient jamais. Enfin, j'avais ce côté où j'étais en décalage. Ouais, c'est très excluant. C'est-à-dire qu'en plus, tu fais beaucoup d'efforts pour te sentir acceptée, suradaptée. Et en plus, en faisant beaucoup, tu trahis ta propre personnalité. Complètement. Et en même temps, ça suffit toujours pas parce que tu sens l'exclusion, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que tu sens que t'es pas à ta place. Tu vois, je parlais de place tout à l'heure. Pas à ta place et qu'en fait, on n'a pas envie de te donner ta place ou de faire des réflexions, de te permettre des réflexions sur la mort de ma fille. Enfin, comme je te disais, vous allez encore aussi dire, mais t'en fais trop. Mais de quoi tu te mêles? Enfin, c'est pas... Voilà. Et donc, du coup, tu peux essayer de raconter rapidement comment tu découvres à travers tes jumeaux. Mais, parce qu'il faut savoir qu'en fait, tes 3 enfants, tu as découvert qu'ils étaient... troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. TDAH, pardon. Comment du coup? Parce qu'effectivement, il faut savoir que souvent, les burn-out permettent de détecter les neuroatypies. Je ne vais pas parler de moi, mais moi, on m'a détecté plusieurs à ce moment-là. Pareil pour mon associé ou d'autres amis. Comment ça s'est passé pour toi? Ça s'est passé par un podcast que j'écoutais. Je crois que c'était Métamorphose, un médecin qui parlait des comorbidités du TDAH. Bon, j'écoutais parce que j'écoutais tous les épisodes. Et il a parlé de dépression postpartum, de burn-out. Et moi, j'ai coché la case pour mon premier de dépression postpartum. Le burn-out, je me disais, c'est bizarre quand même. Puis, en fait, dans les symptômes, je me reconnaissais. Les difficultés d'endormissement enfant, endormissement adulte, de sécrétion hormonale, de plein de petites choses. J'ai plus exactement les patterns en tête, qu'est-ce que c'était, mais je me reconnaissais beaucoup. Et j'ai commencé à en parler à mon chéri, genre, je crois que j'ai un TDAH. Il me disait, mais non, et tout, t'es capable de rester 8 heures sur un ordi sans bouger. J'étais là, ouais, non, je suis pas TDAH. Donc voilà, et j'essaie de me convaincre. Et en fait, par rapport à mon fils, ça faisait beaucoup de bruit parce que un enfant, mon fils, il a un TDAH avec un top trouble d'opposition avec provocation. Ça veut dire qu'il est, lui, il a très, très peu d'inhibition et en fait très impulsif et assez violent. C'est-à-dire qu'il peut vite taper sa sœur. Et en fait, ça nous confrontait tellement qu'on a voulu faire diagnostiquer pour essayer d'avoir des aides à l'école et prise en charge psychomote. Et en fait, en faisant le test, je me rappelle, j'étais avec ma mère à côté, il fallait que je coche les cases de tout ce qu'il cochait. Et j'en cochais. Et à chaque fois, je disais, non mais ça c'est moi, ça c'est moi. Et en fait, je cochais beaucoup plus de cases que lui. Et là, je me suis dit, non mais... Et j'ai regardé ma mère, je dis, non mais tu crois pas? Elle me dit, bah non, mais tu sais, ta sœur, elle vient d'être diagnostiquée, donc ma sœur, elle... Ah, mais quand même, c'est bizarre pour moi.
Et en fait, ça a été une révélation. Genre, en fait, je suis normale dans mon anormalité, dans ce que je me juge, moi, beaucoup, parce que ce qu'on me renvoie. Mais en fait, je fonctionne normalement, je fonctionne comme je dois fonctionner avec ma neuroatypie. Et ça a été une libération. Et en fait, voilà, après, ça a été un autre chemin inversé de m'aimer de plus en plus, de m'accepter comme je suis. Ouais. Comment tu fais ce chemin, justement, en te disant, tu pourrais dire, OK, elle découvre cette neuroatypie, du coup, j'imagine que tu lis, tu fais des trucs et tu fais des parallèles. En quoi ça t'aide à t'aimer ? Parce que c'est intéressant, peut-être. Alors, l'idée, c'est que faites-vous diagnostiquer, ne vous autodiagnostiquez pas, enfin, faites-vous suivre, voilà. Oui, parce que pour le coup, on peut voilà. avoir, avec les écrans, tout ça, il y a beaucoup de choses qui se... Déjà, c'est l'enfance. L'enfance est très, très révélatrice de... Il y avait déjà tout ça dans l'enfance et c'était déjà les problèmes, entre guillemets, qu'il y avait. Donc, parce que on peut faire un burn-out, justement, et croire qu'on a un TDAH. Enfin, ça peut se masquer. Donc, c'est mieux de se faire accompagner. Mais quand je l'ai dit à mon médecin qui m'arrêtait, il me dit, bah oui, mais madame... Enfin, genre... C'était une évidence. Mon psy m'a dit, bah oui, tout à fait. Puis lui, il avait travaillé dans un hôpital, dans un pôle santé mentale et tout. Il me dit, oui, il me dit vraiment, gardez votre argent, n'allez pas vous faire diagnostiquer. Je vous le pose là, maintenant, je le sais. Enfin, j'ai là, ok. Bon, je me fais quand même diagnostiquer. Hein, mais... En quoi ça a été une révélation ? En quoi ça t'aide ? T'as lu, etc. Ah oui. C'est en quoi ça t'aide à mieux t'aimer, de savoir que t'es TDAH ? Parce que ça peut aider aussi des gens de se dire... ça a tout changé, en fait. Ça a tout changé parce que... C'est fort, tout changé. Oui, parce que tout ce que j'aimais pas chez moi... C'est ce que j'essaie de contrôler de moi et de me dire que je fonctionne pas normalement. Pourquoi émotionnellement, quand j'apprends une petite mauvaise nouvelle, je peux être effondrée toute la soirée ? Pourquoi j'arrive pas à aller me coucher le soir ? Le soir, je me couche jamais avant minuit. Moi, je n'arrive pas. Pourquoi, un truc très con, pourquoi je ferme jamais les bocaux, les portes ? Je laisse toujours les portes ouvertes, ça rend fou tout le monde. Pourquoi en fait, ça expliquait tellement de choses. Même enfant, tout ce qui était difficile enfant, qu'on m'a jugé, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça, l'impulsivité aussi, le débit de parole, en fait, tous les trucs où j'essayais de contrôler, je me suis dit, mais en fait, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin, ouais, c'était ça. Donc, ça fait une révélation dans le sens où ça libère complètement. Alors, il y a eu beaucoup le truc, j'ai un TDAH. Enfin, voilà, où tu te caches derrière ça. Mais à la fois, à chaque fois, c'est parce que je validais quelque chose, je me disais, ça c'est encore le TDAH, ok. Ah oui, je dors les mains comme ça. C'est le TDAH. Enfin, voilà. Donc, ça validait et ça aide au début, puis après, on passe à autre chose. C'est juste, ça m'aide à être moi. Voilà, pas que ça, quoi. Ouais. Mais encore maintenant, il y a des choses, à chaque fois que je l'apprends, je me dis, waouh, en fait, le corps est tellement intelligent parce qu'il met en place des stratégies de compensation très fortes pour qu'on s'adapte à la société, pour tout ça. Pourquoi tu dirais que tu t'es beaucoup adapté à la société, justement ? Tu fais le lien avec le burn-out, la suradaptation et le TDAH. Tu aurais des exemples concrets ? En fait, c'est difficile parce que moi, je suis entourée que de TDAH. Dans ma famille, mes amis, après, on s'attire, je pense, entre nous. Donc, j'avais toujours l'impression d'être moi-même. Quand même, une part de moi, c'est un peu dissonant ce que je dis, mais paradoxal, mais pas tant que ça, parce que j'avais ce côté moi-même. Et j'avais ce côté, quand j'essaye d'être dans la société moi-même, ça passe pas. Donc, ça va être me taire, rester en place, pas couper la parole, je sais pas, tenir des heures en réunion, de faire un travail en fait sans me disperser. Moi, quand je commence un truc, j'ai un nouveau truc qui pop, et je fais 10 choses en même temps. C'est épuisant, mais voilà, là, il fallait faire. En plus, c'est très protocolaire, etc. Et où tu étais avant, ouais. Ouais, voilà, ça peut être... Et finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que, parce que j'en discutais avec un médecin spécialisé en burn-out, et justement, c'est là où il voit qu'il y a énormément de neurodivergents, et on en parlait. C'est qu'effectivement... moi, mes neuroatypies, aujourd'hui, mon entourage, beaucoup ont de la neuroatypie. Et comme tu dis, c'est-à-dire qu'en vieillissant, moi, je l'ai su aussi après mon burn-out diagnostiqué. Et ce que je te dis, c'est que d'ailleurs, aujourd'hui, même, j'en parle pas. Ouais. J'ai des thérapeutes ou des médecins qui arrivent à un moment en disant tu m'as pas dit, mais tu serais pas ça. Ouais. Et en fait, de même. En fait, rien qu'en m'exprimant, de ma manière de raisonner, de voir le monde, de répondre à leurs questions, finalement, me le disent. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on se rend compte que ton entourage, petit à petit d'ailleurs, en vieillissant, moi je vois que mon entourage est de plus en plus restreint, et que finalement, il n'y a pas que ça autour de moi, mais la majorité, effectivement, parce que je trouve que au-delà, c'est pas une sorte de différence. Je pense qu'il y a certainement une manière de voir. Moi, je dis souvent, j'ai une manière de voir et de sentir le monde qui m'est propre et qui est peut-être un peu plus différente de la marge, de ressentir des intensités qui sont plus fortes. Qui fait que y a certainement on s'est suradapté, peut-être même préservé de ça.
Aujourd'hui, je sais à quel point c'est une force parce que je m'autorise à faire des choses et je prends des risques que certainement d'autres personnes ne prendraient pas. J'en parle peu parce que, comme tu dis, je veux pas être à chaque fois en disant c'est ci, c'est ça. Je veux pas que ce soit une excuse, je veux pas que ça fasse partie d'une étiquette ou une identité. Par contre, je veux que ce soit une piste de lecture, une piste de compréhension, de se dire ok, c'est pas une excuse A, mais c'est une manière de mieux comprendre comment je fonctionne et de pas me comparer. Et tu vois, et de pouvoir rester dans ma propre justesse sans mettre d'étiquette et que ce soit plus une piste de lecture. Moi, j'ai tendance à le voir plutôt comme ça. Complètement. Et franchement, en fait, moi, comme je te disais, ça a été une révélation, ça explique et ça permet aussi de... je pense chez les neurotypiques, atypiques, il y a une lecture du non-verbal très, très forte. D'ailleurs, en coaching, je sais que ça, c'est mon skill, tu vois, de capter des choses. Alors, on peut appeler ça l'intuition aussi, hein, mais il y a un truc de capter des choses que d'autres captent pas. Mais du coup, ça devient un super pouvoir en ça parce que ton cerveau, il va tellement vite dans tous les sens, donc il explore tout. Alors, peut-être qu'à un moment, tu as l'air perdu parce que je sais que en formation de coaching, il m'avait dit tu peux faire la chasse aux papillons. Enfin, tu as l'impression que tu vas partout, mais tu explores très vite, tu passes vite à autre chose. Et en fait, tu es très vite sur le vrai point de sujet. Et moi, je sais qu'en 1 heure de coaching, ça peut être ultra puissant, le déblocage, la chose. Et ça devient un super pouvoir dans ce sens-là où c'est cette façon de réfléchir, de ressentir qui fait ça. Et c'est là que je vois que je suis à ma place, parce que je parlais de place, que ça ne servait à rien quand j'étais en train de faire des jus ou des formules en labo, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est une piste de lecture libératrice et qui peut amener aussi beaucoup de sens dans ce qu'on vit. Et du coup, petit aparté sur tes 3 enfants, mais surtout tes jumeaux qui sont plus jeunes. Ouais. C'est un avantage, du coup, en parentalité, de savoir que tes enfants ont été diagnostiqués TDAH à l'enfance et non pas à l'âge adulte. Ouais, complètement, parce que tu vois, mon grand, il a 15 ans. Il est en seconde et on commence seulement, en fait, parce que lui, il a un profil plus TDA. Alors, on dit plus en le H, mais dans le sens où lui, il a une hyperactivité mentale, mais de l'extérieur, tu as plus l'impression qu'il est au ralenti, il est dans son monde, dans sa bulle, très rêveur. Il a du mal à accéder aux infos. Enfin, ça percute. À l'intérieur, ça percute vite, mais avec l'extérieur, ça a du mal. Donc, on n'avait pas trop ce profil-là. Le psy qu'il avait vu m'avait plus dit il est HPI et tout. Bon, ça sert à rien de le faire diagnostiquer. Enfin, ça apporte rien. Et du coup, là, ils sont en CE1, mes enfants, ils ont 7 ans et ils sont... je me dis qu'ils vont pouvoir se construire. En plus, 7 ans, c'est vraiment l'âge de raison. Enfin, l'âge où... Alors, dans ma spiritualité, où on coupe aussi avec le côté, le monde des âmes, l'innocence, la naïveté, la candeur, et qu'on rentre dans un côté beaucoup plus ancré, matérialiste de la vie. Et qu'en fait, ça va leur permettre de pouvoir être eux-mêmes et de s'adapter, parce que c'est important de s'adapter aussi en société, mais sans se suradapter. Je vois ma fille qui commence à... Parce que ma fille, au début, on n'avait pas compris que c'était ça aussi, hein, parce qu'elle n'a pas du tout le même profil, et elle me ressemble beaucoup enfant, c'est-à-dire qu'elle a un profil contrôlant. Il faut qu'elle soit la première, la meilleure, elle supporte pas l'erreur, la critique, et en fait, ça la fait réagir. Bon, elle a une hypersensibilité très, très forte, mais du coup, on se rend compte qu'aussi, elle est en train de se construire une personnalité, il faut pas que ça craque, il faut que tout soit ça, et que là, on va pouvoir l'aider à ce que ça ne se soit pas jusqu'à temps que le verre éclate. Explose. Quoi. Voilà. Explose. Et je me dis que c'est une énorme chance. Et mon fils, sincèrement, c'est très difficile en tant que parent. C'est épuisant de l'élever. Et pour autant, je me dis qu'il y a beaucoup d'amour par rapport à ce qu'il a et que ça va lui permettre de s'aimer. En fait, de s'aimer parce que le mot chiant, tu vois, c'est le mot qui va lui coller à la peau. Vraiment, tout le monde nous le dit. Et à la fois... on sait aussi pourquoi. C'est qu'il a d'autres besoins, il fonctionne autrement. Il a besoin de se décharger. On a acheté un trampoline pour qu'il tape dedans. Il a besoin de se vider. Voilà. Et à l'école, on fait en sorte qu'il ait un tipi aussi, il puisse s'isoler. Il peut avoir accès à un casque anti-bruit. En fait, il y a des choses... S'il se met à hurler en classe, parce que comme il est très impulsif, il va hurler quand il n'est pas content. Il peut se frapper. Il peut avoir des réactions. Oui, ça c'est le top, mais après c'est émotionnel et plus on y accorde de l'importance, plus il va le montrer. Mais on se dit que ça, on peut l'accompagner aussi. On a des pros de santé qui nous disent que c'est normal. Tu vois, à chaque fois qu'ils viennent valider, donc on n'essaye plus de changer. Et puis on explique pour les gens qui disent quand même, non, en fait, franchement, c'est normal qu'il soit comme ça. Il passe par là, il fait beaucoup de progrès. Donc on apprend à beaucoup le valoriser, beaucoup
de se mettre à sa hauteur. Après, c'est de la parentalité aussi, hein, mais on y fait plus attention. Ouais. Et si on revient aux 3 mots du début, Ouais. que du coup, j'ai un peu oublié. Alors, il y avait sens, Vivre vivre et résilience. et résilience, effectivement, Ouais. le mot résilience. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as ces 3 mots-là dans ta vie? Parce qu'effectivement, du coup, tu as eu, lorsque tu travaillais dans la boîte où tu étais avant, donc burn-out, ça a pris son chemin et tu as eu effectivement ce licenciement pour inaptitude, Ouais. du coup. Donc, Ouais. ce temps, du coup, pour se reconstruire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait, pour conclure, que ces 3 mots-là sont dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que je suis? Moi, Oh, c'est compliqué. Enfin, c'est assez... En fait, je m'autorise à vivre une vie qui m'inspire. C'est-à-dire que je ne veux pas mourir avec des regrets. Ça, c'est vraiment la révélation que j'avais dans la douche de... Non, en fait, je préfère me planter 1000 fois, vivre vraiment quelque chose qui a du sens. Quand j'ai du sens, de toute façon, je me sens nourrie. Alors, ça, c'est les affres du TDAH. Je suis très enthousiaste. Ouais, trop bien et tout. Donc voilà, j'ai aussi mes indicateurs qui me disent que ça me plaît. Et puis, ma grande mission, on va dire, alors, je ne vais pas me mettre une pression sur le dos, mais c'est de transmettre aux autres ce qui, moi, m'a été utile. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'insuffle au quotidien dans tout ce que je fais. Que ça soit, là, j'ai sorti une petite formation, j'accompagne les entrepreneurs à créer leur business. Je suis coach sur ça. Et je les aide, en fait, vraiment à lever, en fait, ce qui... C'est tellement peu ce qui retient des fois, c'est une croyance, c'est la peur de regard de quelqu'un d'autre ou quoi. Et en fait, c'est tellement peu. Tu as tellement ça de vivre la vie qui t'inspire que je me dévoue à ça. Enfin, voilà, j'ai beaucoup travaillé avec les gens sur l'émotionnel avant, plus fleur de bac. À un moment, c'était trop lourd à porter sur moi parce que t'attires ce que tu vis. Donc, j'avais vraiment des gens qui avaient des problèmes de vie qui, par mon empathie, c'était trop pour moi. Donc, voilà, j'ai choisi de changer un côté plus créatif, qui me nourrit beaucoup, et je pense que je suis bonne aussi dans ça parce que je suis adaptée à ce sujet. Et voilà. Et tu as tous les skills et soft skills, entre guillemets, avec justement cette neuroatypie et tout ce que tu as traversé pour justement être la personne idéale pour accompagner certaines personnes. Justement, alors tu es plus basée sur des entrepreneurs qui sont effectivement à cette croyance de pouvoir être passé le stade d'après pour vivre justement... de s'autoriser peut-être aussi. Je travaille beaucoup sur la légitimité, la visibilité, enfin tout ce qui empêche en fait d'être soi. Il y a quelque chose de l'ordre de être soi. T'as une vocation, t'as un truc qui te fait vibrer, vis et donne-toi les moyens, tu vois, de le faire. Donc ça passe par plein de choses très stratégiques et tout, mais peu importe ça, c'est vraiment le côté vie et autorise-toi. T'as pas besoin que les autres te valident, en fait. Autorise-toi à vivre et même si t'es chelou. Voilà. Justement, alors peut-être que ça va faire un peu redondant, mais justement, tu dirais quoi à la Chloé d'il y a 8 ans? Je lui ferai un câlin, franchement. Je me dirais, je lui ferai un gros câlin de me dire, putain, donc le corps déjà. Ouais. On serait dans le toucher, serait dans le corps. Hein. Ouais, tu veux en chier. Ça, c'est dur. Et à la fois, en fait, comme je changerai jamais rien à ma vie, tout est juste au moment où ça arrive et tout. Je lui dirais, courage, quoi. Courage. Ne change rien à ce que tu vas faire, en fait. Parce qu'aujourd'hui, là où t'es, c'est juste. Ouais, tout est parfait comme c'est. Et après, c'est les défauts aussi du coaching, de tout ça. Hein. C'est que tu te rééquilibres très vite, etc. Mais il y a quand même ce truc où tout a du sens quand ça arrive. Et la mort de ma fille, aujourd'hui, il y a un énorme sens. Au degré où ça a été un drame, c'est notre plus beau cadeau aussi. Parce que ça nous a révélé et que... Enfin, voilà, même dans nos ancêtres, les parents, les grands-parents, il y a tellement qui passent à côté de leur vie en se disant « Ah là là, j'aurais dû... » Non. Tu vois, moi, j'ai pas envie d'avoir cette phrase-là. Et justement, quand tu parles de regrets, un dernier message pour celles qui t'écoutent aujourd'hui, qui ont peur, qui ont des doutes, qui ont vécu des épreuves extrêmement douloureuses, qui s'adaptent, qui s'épuisent. T'aurais envie de leur dire quoi? C'est normal d'avoir peur, c'est normal de douter. Je pense que c'est des indicateurs de... Voilà. Ça n'empêche pas d'avoir du courage, ça n'empêche pas d'oser et d'échouer, entre guillemets, de tester, de se donner les moyens et de... En fait, quitte à souffrir d'une vie qui ne nous convient pas, autant souffrir d'échouer et de rater.
En faisant ce qui nous plaît. En tentant de faire ce qui nous plaît. C'est ça. En mettant du sens, en tout cas, dans notre vie. Ça passe pas toujours par le travail. Ça peut passer aussi par une relation toxique, quelque chose dans lequel, en fait, où on ne vit plus. Il y a une part de nous qui est en train de mourir. Et ben, on a de la chance d'être en vie. Donc, de la nourrir et de la laisser s'exprimer. Peu importe qu'on ait des neuroatypies, peu importe que, voilà, et on a tous des drames. Et mon drame n'est pas du tout le pire du monde. Enfin, il n'y a pas d'échelle, hein, mais on a tous des drames. Ça fait partie de la vie. Et je dirais d'avoir l'audace ça c'est encore difficile pour moi, mais l'audace de rêver et de se dire qu'en fait, on est la personne la plus importante de notre vie. Vraiment, hein, parce que ça, je vois aussi le sacrifice dans les autres et tout, mais voilà. Et de se donner les moyens juste d'essayer de faire des choses qui nous plaisent, de se nourrir de ce qui nous plaît. Pour se sentir vivant. Ouais, et puis de mourir sans regret. Alors ça, je sais que c'est dur à dire, mais il y en aura forcément, mais pas les regrets d'être passé à côté de sa vie. Je pense que... Il y a ce livre, je l'avais lu il y a... je pense que j'étais en sortie de burn-out. C'est une infirmière australienne qui a écrit ce livre, Les 5 plus grands regrets de la vie, qui interviewe des personnes âgées, parce que justement, elle est infirmière de personnes âgées plutôt en fin de vie. Et elle donne je le mettrai ici, vous allez le voir, le livre pour le lire. Il est assez sympa. On voit que justement, c'est d'avoir trop travaillé, pas avoir passé assez de temps avec sa famille, de pas avoir dit certains mots, de pas avoir dit suffisamment je t'aime. Enfin, ils sont banals, mais ces personnes âgées l'expriment très bien, elle le retranscrit très bien dans ce livre. Il est très beau et c'est un très beau message d'espoir. Et on oublie que la vie est courte. Alors, c'est pas que la vie est courte, la vie est longue parce que c'est son moment présent. Oui. Tu vois, la vie, elle est ce qu'elle est. Quand tu galères, surtout, c'est long. Mais elle se savoure, on la savoure pas assez. On n'est pas dans le moment présent, on n'est pas assez connecté. Malheureusement, il faut qu'on passe par beaucoup de résilience et qu'on vive des drames pour se réveiller. Parce qu'il y a vraiment un rapport d'éveil. C'est dommage de passer par cette espèce de... moi, je souhaite aux gens de ne pas passer par par quoi je suis passée. Malheureusement, c'est ce qui crée des déclics. C'est souvent le trop et l'extrême souffrance ou la maladie. C'est dommage d'en arriver là. L'idée, c'est peut-être si vous nous écoutez, évitez de passer jusqu'au point de rupture. Parce que après, plus vous descendez bas, plus c'est long à remonter. Si vous pouviez vous éviter ça, je pense que c'est aussi un peu le message que j'aime faire passer dans le podcast. En tout cas, merci. Merci Chloé. Merci, où est-ce qu'on peut te trouver ? Est-ce qu'il y a t'as quelque chose de public où on peut te suivre ou suivre tes aventures ? Où ça ? Mes aventures, ouais. En plus, je poste beaucoup en story. J'ai un compte Instagram, Chloé la coach. Donc Chloé _, la coach. Voilà, je parle un peu de tout ce que je fais, etc. Donc ça parle pas à tout le monde. Par contre, je fais beaucoup de partages en story assez authentiques. Et en fait, je m'autorise à être comme je suis dans la vie. Voilà. Et c'est là qu'on peut me trouver. Merci beaucoup. Est-ce que tu auras envie de rajouter quelque chose de particulier que tu n'aurais pas dit, une question que je ne t'aurais pas posée ? Quand tu parlais, là, à la fin, il y a quelque chose qui m'est venu. Ça c'est reparti dans le cloud, hein, comme d'hab. Mais c'était sur la vie est courte aussi et longue à la fois. En fait, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, et ça, c'est très connu, qui se disent je ferai ça quand ? Je ferai ça quand ? Par exemple, moi, je voulais passer à l'image quand je serais mince. Voilà. Mais en fait, ça se trouve, je serais jamais mince. Et voilà. Enfin, tu vois, c'est des trucs où c'est des opportunités. Faut les prendre aussi, même si c'est pas parfait, même si c'est pas comme on espérait. La forme n'est pas le plus important. C'est aussi de vivre des expériences et ça fait partie du parcours d'évolution. Donc voilà, c'était le message que je voulais faire passer pour la fin. Merci beaucoup. Merci pour ton témoignage poignant. Authentique et d'avoir partagé ça avec nous. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous le savez, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à La Relève sur votre plateforme d'écoute préférée, en y mettant également 5 étoiles et un commentaire. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous et même activez la cloche pour ne rien rater. Et enfin, si vous voulez aussi témoigner comme Chloé, et je vous mets le mail ici, et surtout dans la légende, vous aurez le formulaire de candidature. C'est Florence qui lit toutes les candidatures. Et si l'histoire est aussi inspirante que celle que Chloé vient de nous partager, on serait ravis de vous avoir sur le fauteuil. En tout cas, merci encore Chloé pour ton partage. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Relève.